Merci beaucoup. J'en profite pour passer du coup la parole à Anne Rial, présidente de l'ASDER, pour la partie introduction. Merci Audrey. Je vais être relativement rapide. Messieurs et mesdames les élus, chères adhérentes et chers adhérents de l'ASDER, chères participantes et participants d'aujourd'hui, bienvenue à cette table ronde de dialogue pour les 40 ans de l'ASDER. Malheureusement, notre 40e année a été plus confinée que rugissante, mais nous espérons que cet échange vous inspirera et vous aidera à trouver des alizés qui seront favorables à la transition écologique et énergétique. Et comme il y en avait quelques-uns qui marquaient que c'était quand même un peu angoissant, j'espère que ce sera effectivement des doux alizés. Alors, pour les quelques-uns qui ne connaissent pas l'ASDER, et pour aussi les autres, vous allez quand même avoir droit à une petite vidéo que nous a fait principalement Marie-Hélène, en tout cas c'est elle qui intervient, même si elle n'était pas la seule. Donc je laisse la régie nous lancer la petite vidéo des 40 ans de l'ASDER. L'ASDER d'aujourd'hui au prisme de ses 40 ans. L'ASDER est une association engagée pour une transition écologique et solidaire avec 2 pôles d'activité, formation reconversion professionnelle et conseil accompagnement. Ces activités sont centrées sur les économies d'énergie et les énergies renouvelables, principalement appliquées au bâtiment. 1981. Au départ, une poignée de personnes convaincues et passionnées par les énergies renouvelables qui sensibilisent, informent et accompagnent pour le développement des filières naissantes, bois, énergie et solaire. Très rapidement démarrent des formations, levier indispensable au développement de ces filières. Vient ensuite en 89 le temps de la reconnaissance officielle de celle qui va devenir la formation emblématique de l'ASDER, la formation chargée de projet en énergie et bâtiments durables, devenue diplômante 20 ans plus tard, en 2010. C'est aussi l'époque de la reconnaissance officielle du travail d'expertise des conseils en énergie auprès des particuliers, avec en 90 le premier point info-énergie officiel de Savoie, prémisse de ce qui est devenu en 2001, 10 ans après, le réseau des espaces info-énergie de l'ADEME. La charte nationale s'inspire d'ailleurs directement de celle déjà pratiquée de longue date à l'ASDER, gratuité, indépendance, neutralité des conseils. En 2004, l'ASDER a pu quitter les bâtiments préfabriqués de ses débuts pour une belle maison des énergies. Bâtiment exemplaire à l'époque, réalisé selon les principes du bioclimatisme et les exigences de la haute qualité environnementale. On ne parlait pas encore à l'époque du bâtiment basse consommation ou maison facile. Et maintenant, 40 ans après, l'ASDER est en pleine croissance. Plus de 16 000 personnes formées en 2020 avec des formules différentes. Des formations longues de chantier ou de conseil correspondant à des personnes en recherche de sens dans leur métier et avides d'avoir une activité professionnelle dans la transition énergétique. Des formations courtes pour les professionnels en activité. Des MOOC, formations à distance gratuites, en ligne, pour massifier l'accès à la rénovation performante et à l'efficacité énergétique. Il en résulte un réseau d'anciens stagiaires travaillant dans toute la France et restant attachés aux engagements de l'ASDER. En 2021, l'espace Info-Énergie laisse place au service public de la performance énergétique avec l'espace Fer en Savoie. Et l'ASDER poursuit plus que jamais l'accompagnement des collectivités locales dans leurs projets de transition énergétique. Tout cela n'aurait pas été possible sans l'engagement et l'implication des salariés suivant la trilogie de Négawatt, sobriété, efficacité énergétique et renouvelable. Équipe encouragée par un conseil d'administration qui s'est élargi au fil des ans tout en restant fidèle aux valeurs de l'association, engagement, indépendance, solidarité-partage et professionnalisme. Projet soutenu par de nombreux partenaires institutionnels, dont l'ADEME, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de la Savoie, et bien d'autres qui nous ont accompagnés tout au long de ces années. Alors, merci à celles qui ont fait cette présentation. Vous voyez qu'on a une bonne expérience maintenant pour faire des MOOC s'il y a des sujets qui vous tentent et que l'ASDER pourrait développer. Ils vont râler, ils vont encore dire que je leur donne du travail. Alors, je vais avoir maintenant le plaisir de présenter nos différents intervenants et notre intervenant. Je vais commencer par Magali Payen. Donc Magali, vous êtes diplômée de SCP et d'HEC Paris en gestion des arts et de la création.
Donc, vous êtes une professionnelle du monde de l'audiovisuel et vous avez entre autres travaillé à Canal+. Aujourd'hui, vous êtes productrice et puis vous avez fondé Imagine 2050 et le mouvement On est prêt. Merci en tout cas d'être là pour nous accompagner pour ce temps d'échange. Isabelle Autissier, donc vous êtes à distance. Bonjour Isabelle. Donc vous avez été professeure à l'école maritime et aquacole de La Rochelle, mais vous êtes connue aussi comme navigatrice. En 1991, vous avez été la première femme à réaliser un tour du monde à la voile en compétition et en solitaire. J'ai vérifié parce que je pensais que ça datait de bien avant. J'ai pris une claque quand j'ai trouvé ça. Mais en tout cas, bravo. Vous êtes aussi écrivaine. Et puis, ce qui explique votre présence à notre échange, c'est votre engagement pour l'environnement. Et donc, vous avez été présidente du WWF France et aujourd'hui, vous êtes présidente d'honneur du WWF France, qui est une des toutes premières organisations indépendantes pour la protection de l'environnement. Et pour une fois, je vais avoir le plaisir non seulement de vous voir, mais aussi de vous entendre en direct, et pas sur France Inter à l'heure du petit déjeuner, parler de génération. Merci de votre disponibilité, en tout cas même à distance. Et puis, donc Anne et Patrick Beauvillard, je vous présente ensemble. Vous êtes tous les deux cofondateurs de l'Institut des territoires coopératifs. Donc c'est un centre qui fait de l'action, de la recherche, de la transmission pour le développement de la maturité coopérative des personnes, des organisations et des territoires. Et de ce que j'ai compris, c'est que vous travaillez beaucoup en marchant. Vous avez parcouru plus de 2000 km à pied à la rencontre de plus de 100 collectifs pour plonger dans les dynamiques de coopération des acteurs et des projets. Vous intervenez avec des citoyens, des entreprises, des élus. Alors en fait, je me suis perdue dans la richesse, dans toutes les ressources et dans toutes les références de votre site qui m'ont fait chercher des choses et du coup, je n'ai pas trouvé votre formation et votre parcours. Donc à l'occasion, vous pourrez le préciser, mais au bout d'un moment, le parcours initial importe peu finalement. Et puis, il y a vous aussi, tous ceux qui êtes dans la salle, tous les participants, puisque vous pouvez donc, par l'outil VooClap que vous avez utilisé pour le sondage, vous pouvez intervenir via le chat et puis les questions seront relayées à Audrey. Alors aujourd'hui, on fête les 40 ans de l'ASDER. Alors force est de constater que ça a été 40 ans d'engagement, à la fois militant et professionnel, et puis aussi 40 ans d'action, de démonstration concrète de ce qui peut se faire, et qui d'ailleurs parfois se fait ici ou ailleurs, et se fait avec vous tous. Ces 40 ans qui ont vu arriver différentes générations, d'origines et de parcours divers, c'est une belle diversité qui nous enrichit. Et je vois arriver aujourd'hui dans nos engagements et dans nos métiers. Et je le vois avec plaisir et aussi avec un brin de gourmandise parce que cela agite mes neurones différemment. Et je sais de quoi je parle puisque moi, de mon côté, je suis ingénieure et docteur. Je vois arriver avec plaisir des acteurs de la psychologie, des sciences comportementales, les NUT, je ne sais pas si on en parlera, de la communication et même du marketing. Et peut-être qu'ils sauront mieux que les militants initiaux ou ceux qui ont juste suivi faire rêver et puis faire désirer la sobriété et l'efficacité. Car on a progressé, mais est-ce qu'on l'a fait savoir? On peut remercier par exemple les étiquettes énergie. Vous la voyez tous, hein, cette étiquette de A à G. Elle a permis aux réfrigérateurs, par exemple, et aux congélateurs de vraiment s'améliorer. Si vous en achetez un aujourd'hui en 2001, il va consommer 75, 3/4 d'énergie en moins qu'un réfrigérateur qui était conçu dans les années 1990. Mais entre-temps, l'explosion du numérique, et j'attends des retours sur l'utilisation de VooClap, je pense qu'on devrait en avoir, vous connaissant. Entre-temps, l'explosion du numérique, elle a mangé tous les gains d'économie d'énergie qu'on avait pu faire sur tout l'électroménager. Et la consommation du numérique n'est pas régulée. Mais comme on ne vit pas sans éclairage, sans frigo, peut-on vivre sans numérique? De même, 40% de la population française est couverte, par exemple, par le label Citergy, qui mesure les performances climat, air, énergie des collectivités. Et c'est une mesure qui est vertueuse, parce que ça leur permet de s'améliorer sans s'en rendre compte. Comme M. Jourdain faisait de la preuve sans le savoir, elles vont faire de l'efficacité énergétique et des renouvelables presque sans s'en apercevoir, presque.
Les indicateurs le prouvent. Mais il y a des collectivités de Savoie qui sont impliquées. Qui le sait dans la salle ici? Alors le titre de notre échange, de la nécessité à l'envie d'agir, il est paradoxal. On parle de quelque chose en disant nécessité qui est perçu comme négatif, et on voudrait aller vers quelque chose auquel on va adhérer, une envie. En même temps, il y a beaucoup d'archis à l'ASDER, donc je prends des risques. On sait que la nécessité est source de créativité. En architecture, quelques archis, même beaucoup, disent qu'on ne crée pas sans contrainte. Par exemple, les architectes grecs qui devaient poser le même temple partout, quel que soit le terrain. C'était le même, point. Et qu'est-ce qu'on peut dire des sonnets? Bon, vous préférez les haïkus? C'est plus mode. On va parler des haïkus, ces poèmes en 17 mots. Pareil, très contraint. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir les haïkus pour le climat du clair. Donc on est dans une société qui est consumériste, une société de publicitaires, où nos comportements sont réduits souvent à des pulsions d'envie. Alors comment on fait une transition? Vous avez dit dans le sondage que vous étiez beaucoup à être engagés, mais quand même c'était un peu par nécessité. Alors finalement, j'espère qu'on va interroger l'écart qu'il y a entre ce qu'on pense, ce qu'on sait, et puis ce qu'on fait. On va retrouver peut-être la notion de dissonance cognitive. Comment faire pour que notre engagement dans la transition énergétique et écologique ne soit pas rangé avec nos autres bonnes résolutions? Vous les connaissez, hein, les 5 fruits et légumes par jour, arrêter le tabac, le chocolat. Pour moi et quelques autres ici, arrêter les chutes, en crevasse, à ski, en vélo, tenir les bonnes résolutions du 1er janvier. Je vous laisse continuer la liste. Alors nos échanges, ils ne vont pas parler des enjeux de l'urgence climatique, mais bien de comment on peut changer, comment on peut passer à l'action, individuellement et puis aussi à grande échelle. L'action, elle est convaincante. L'action, elle est motivante. Elle est contagieuse. Contagieuse, ça c'est bien, pour une fois. Alors, engageons le débat entre des générations qui sont différentes, des parcours qui sont complémentaires, des points de vue qui sont divers. Audrey, c'est à vous. Merci Anne. Alors, c'est le moment où on va lancer la conférence. Peut-être que certaines personnes avaient vu la présence de Camille Etienne et s'interrogent du fait qu'elle ne soit pas citée parmi les intervenants. Elle nous prie de s'excuser, et vous prie de s'excuser. Elle n'a pas pu être présente finalement parmi nous, puisqu'elle a dû se mettre en quarantaine par rapport à un projet qu'elle porte. Et donc c'est pour ça qu'on a le plaisir d'avoir Magali avec nous pour porter sa voix et sa propre voix surtout. En complément de ça, comment ça va se passer? Concrètement, l'idée, c'est qu'on se prenne 1 heure jusqu'à, on va dire, 17h40 de discussion autour de ces thématiques dont vient de parler Anne, avec nos différents intervenants. Et comme on parle de dialogue, on va faire en sorte de créer une discussion entre tous ces intervenants et au maximum avec vous aussi. Comme vous êtes nombreux, c'est compliqué de naviguer entre les questions-réponses et puis intégrer ça dans le débat des intervenants. C'est pour ça qu'on vous propose cet outil WooClap. Voilà, vous pouvez donc rester connecté à WooClap. Si jamais vous n'étiez plus connecté, on vous invite à vous reconnecter. Donc, toujours la même adresse, wooclap.com/asder. Et en bas, vous avez peut-être vu qu'il y a une petite notification, un petit message en vert. Et vous pouvez, du coup, de ce fait, envoyer les questions que vous auriez tout au long du fil de discussion. Moi, ça va m'apparaître sur mon écran. Si je peux, je les intègre au fur et à mesure de la discussion. Et sinon, Marie-Hélène a pour rôle de les garder pour la fin. Dans tous les cas, comme l'idée, ce n'est pas que le numérique remplace non plus la valeur du présentiel, on prendra un temps de questions-réponses à partir de 17h40. Ensuite, on aura la conclusion à 17h55 et on aura une dernière petite interaction tous ensemble jusqu'à 18h15. Est-ce que ça vous va? Ok, j'ai entendu très bien, je prends. Alors, si des personnes ont des soucis sur la partie de nouveau connexion, on a Laurie au fond qui pourra vous aider. Et puis, sinon, ce qu'on vous invite à faire quand vous posez votre question, c'est de mettre votre prénom
votre âge, voilà, de manière à ce qu'on puisse suivre qui a posé la question. Ça a deux vertus. Moi, ça me permet de les intégrer au débat, mais aussi ça vous permet, vous, de ne pas oublier votre question, parce que souvent, en fait, on a des choses qui viennent pendant la conférence, et puis au moment des questions-réponses, on les a oubliées. Donc là, au moins, elles seront préservées. Alors, si ça vous va comme ça, eh bien, c'est le moment de lancer cette conférence. Donc, transition écologique, de passer de la nécessité à l'envie d'agir. Je vais demander à Isabelle, en premier lieu, Isabelle Autissier, de savoir un peu quel regard vous portez sur la transition par rapport à vos années d'engagement et quels sont éventuellement les signaux encourageants que vous pourriez voir ces derniers temps. Alors déjà, bonjour à toutes et bonjour à tous, et je vous rassure, il fait aussi chaud à La Rochelle que chez vous. Non, d'abord, enfin, sur ce thème de discussion qui, à mon avis, est fondamental si on veut réussir à quelque chose, il ne faut pas rejeter tout à fait la contrainte. C'est quand même, au départ, la contrainte qui fait qu'on s'est dit qu'il fallait bouger. C'est bien, je vous rappelle, hein, le GIEC, à partir de 88, qui commence d'abord à mettre en évidence un dérèglement climatique, et puis qui commence à faire des projections sur le dérèglement climatique, et à partir de là, qui commence à réviser en quelque sorte les modes de vie de l'humanité au crible de ce dérèglement climatique, et à prouver que ça va être furieusement désagréable. Donc, c'est bien parce qu'au début, il y a quand même cette contrainte qui s'impose globalement à nous, mais du fait de notre propre action, puisque évidemment, c'est nous qui avons envoyé dans l'atmosphère les gaz à effet de serre et qui continuons à le faire. Donc, et ça reste entre guillemets un argument, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de passer son temps à faire peur à tout le monde et à faire, comme on dit horriblement, de l'écologie punitive, mais il faut quand même se mettre toujours bien en face des réalités, quoi. Et surtout, et peut-être qu'on en parlera un peu aussi, et c'est quelque chose, je pense, qu'on n'a pas su assez bien faire depuis les dizaines d'années que, à la suite du GIEC, il y a un certain nombre de gens qui se sont saisis de ces sujets et qui ont essayé d'en faire quelque chose, c'est de visualiser, au fond, la réalité des choses. Le GIEC, ça nous donne des chiffres, mais bon, plus 2 degrés, plus 3 degrés, plus 5 degrés, oh, bah oui, bon, alors on voit pas très bien parce que nous, dans la journée, la température, elle peut varier de 10 ou 15 degrés. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui se disent, bon, est-ce que c'est si grave que ça, docteur? Et déjà, la première des choses, c'est qu'on a beaucoup de freins à cette visualisation. Parce qu'en gros, on sait quand même qu'elle va être désagréable. Donc, on ne veut pas trop savoir, et évidemment, il y a des chiffres qui circulent sur la hausse du niveau des mers, le nombre de réfugiés climatiques, la disponibilité en eau douce, etc. etc. Mais on a plutôt envie que ça reste des chiffres, parce que imaginez le tsunami que ça peut faire dans nos vies individuelles, c'est quand même assez dérangeant. Et puis, tout à l'heure, quelqu'un a fait allusion aussi au nudge. Je pense que ce qu'on sait de la psychologie humaine, c'est qu'on préfère rester sur un compromis même pas très agréable, plutôt souvent que se risquer sur des choses dont on se dit qu'elles seront peut-être bien, mais dont on n'est pas sûr. Donc voilà, il y a toute cette problématique qui a été posée au fur et à mesure des années, et on se rend compte, et je ne veux pas être négative, c'est que globalement, les organisations environnementales, le mouvement environnemental a réussi une chose, c'est à poser la problématique et à quand même faire prendre conscience à une majorité de gens qu'il y avait un sujet. Mais il faut dire que la réalité nous a quand même aidés. Le fait que maintenant, par exemple, on a des canicules tous les ans, bah, oui, le fait que l'hiver, il fait 15 degrés quand il devrait faire 0, le fait qu'il n'y a plus de neige, ma bonne dame, enfin voilà, il y a des choses qu'on voit qui nous ont aidés. Enfin, quand même, globalement, je pense que la phase de prise de conscience qu'il se passe quelque chose, je crois qu'elle est très bien avancée. La deuxième phase qui est, on va essayer d'inventer des choses pour voir ce qu'on peut faire, elle est sur la bonne voie. C'est-à-dire qu'on voit quand même, et je trouve ça assez génial d'ailleurs, une multiplication partout en France et dans le monde, et même dans les pays les plus pauvres,
d'initiatives de gens qui décident dans leur coin, dans une commune, dans un groupe, de faire autrement et d'essayer de faire autrement. Et ça, c'est quand même très positif parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui prennent le problème dans le bon sens. Non pas dans le sens je bats ma coulpe et je vais être puni parce que j'ai pas bien agi, mais dans le sens tiens, il y a des opportunités nouvelles qui se créent à partir du moment où on essaye de penser différemment. Donc je crois que cette deuxième étape-là, elle est sur les rails, même si ça reste encore marginal et j'allais dire un peu éclaté un peu partout dans le monde. Et notre vrai souci aujourd'hui, c'est la troisième étape qui est la mise à l'échelle, la généralisation. Quand est-ce qu'on arrête d'inventer 5 millions de petites solutions dans tous les coins et qu'on va sur des solutions qu'on arrive à élargir à l'échelle, peut-être pas encore mondiale, mais en tout cas à l'échelle de régions, à l'échelle de pays, et que là, à ce moment-là, ça commence vraiment à porter ses fruits. Parce que ce qui est aussi parfois un tout petit peu décourageant, c'est que quand on a des petites actions, elles sont très valorisantes pour les gens qui le font et localement, mais on a l'impression que c'est une goutte d'eau. Et donc ça peut être parfois un peu décourageant. Donc pour passer au stade de la grosse rivière et de l'océan, il faut arriver, encore une fois, à changer d'échelle. Et c'est là, à mon avis, qu'il y a un vrai sujet. Merci Isabelle, ça pose bien les différentes parties qu'on a envie d'explorer pendant cette conférence. Le fait qu'il y a des signaux positifs, le fait que pour autant, même avec ces signaux positifs qui sont liés à plutôt de la prise de conscience, on n'a pas pour autant de ralentissement de l'impact des émissions, et qu'en même temps, on a un vrai enjeu de changement d'échelle. Donc, c'est exactement ces trois sujets qu'on va explorer. J'ai envie de donner la parole à Magali sur ces éléments-là, pour savoir un petit peu déjà sur cette partie de signaux positifs. Qu'est-ce que toi, par rapport à ton action, tu peux percevoir aussi sur ces enjeux de prise de conscience actuellement sur ces sujets de transition? Ouais. Alors, avec le mouvement On est prêt, en fait, on agit vraiment aux trois niveaux, l'action individuelle, au niveau industriel et au niveau politique. Et en fait, il y a une très très bonne nouvelle qui est tombée hier. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, c'est encore un peu sous le radar là. C'est que, en lien avec l'affaire du siècle, il y a aussi donc l'affaire du siècle, procès contre l'État pour inaction climatique. Il y a un autre procès qui a été lancé peu de temps avant, qui est le procès Grand-Sainte, que Damien Carême et puis Corinne Lepage ont lancé, et en fait qui est très corrélé à l'affaire du siècle, puisque le procès Grand-Sainte, ils ont saisi directement le Conseil d'État, tandis que l'affaire du siècle, on était au cran d'en dessous avec le tribunal administratif de Paris. Et donc en fait, le Conseil d'État va faire jurisprudence pour l'affaire du siècle. Et ce qui s'est passé hier, c'est que le rapporteur public a demandé à ce qu'on donne l'État l'injonction d'agir. Et souvent, quand le rapporteur public demande quelque chose, c'est très majoritairement des cas suivis de faits. Et auquel cas, le gouvernement aurait 9 mois pour tenir ses promesses, notamment lors de l'accord de Paris, de protection du climat. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc on attend ce qui va se passer dans les jours et les semaines qui arrivent, notamment avec l'affaire du siècle aussi. Et puis, une autre bonne nouvelle, c'est la Convention citoyenne pour le climat. Donc, on a été aussi très actifs là-dedans. Je ne sais pas si je raconte maintenant le rôle d'On est prêt ou pas, mais la Convention citoyenne pour le climat qui s'est déroulée donc dans la foulée de l'affaire du siècle et qu'on a beaucoup couvert, en fait, a donné un corpus de mesures systémiques par ces 150 citoyens. Et là, il y a eu un premier résultat, un premier succès qui a été de montrer que l'intelligence collective, ce genre d'exercice démocratique fonctionne. Et en ce moment, c'est en train d'être répliqué dans des territoires à plus petite échelle et aussi dans d'autres pays, et notamment en région Occitanie, c'est en train d'être appliqué. Et puis là, il y a un tour de France de ces citoyens, justement, pour déployer les mesures de la Convention citoyenne à l'échelle territoriale. Voilà. Et puis une troisième bonne nouvelle qui est sortie en mai, là, c'est dans le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie. En fait, ça fait quand même des décennies qu'ils étaient plutôt pro-énergie fossile. Et là, c'est la première fois en fait qu'ils demandent aux États de ne plus investir dans les industries fossiles et gazières et d'investir dans les énergies renouvelables.
Voilà, donc ça, c'est les bonnes nouvelles qu'on a vu passer. Et on est très heureux parce qu'on a, nous, côté On est prêt, un rôle, enfin, on est très liés aux deux premiers. Et puis après, au niveau individuel aussi. Alors, moi, je distingue les différents sujets du climat, de la biodiversité. Alors, je trouve que côté biodiversité, en fait, la bataille culturelle n'est pas encore faite, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent encore la 6e extinction de masse. En revanche, depuis 3-4 ans, je trouve que la bataille culturelle sur le sujet du climat, on l'a gagnée parce que les médias en parlent, les décideurs commencent à l'intégrer au niveau des entreprises, au niveau de l'État, et puis dans le monde économique, il y a un grand mouvement via le mouvement Impact France, qui est l'anti-MEDEF, qui est en train de se construire et d'agréger énormément d'entreprises en France. Merci Magali. Donc voilà, c'est des bonnes nouvelles pour nous faire du bien dans les temps actuels. Je me retourne vers Anne et Patrick. L'idée, c'était qu'on se disait, au-delà de ces éléments, on va dire, de fond sur les sujets de la transition, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi le mouvement qui est en marche et le rapport qu'on a par rapport à ces enjeux de transition. Et vous me disiez sur les côtés bonnes nouvelles, c'est qu'il y a aussi une nouvelle génération qui est en marche avec un rapport, on va dire, tête-cœur, vous me décriviez, qui est un peu différent. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus ? On ne sait jamais à l'avance lequel des deux qui va parler. Tu peux me reposer? Bien sûr. Vous m'aviez dit qu'il y avait une nouvelle génération qui était aussi en marche avec un mode de fonctionnement différent par rapport aux anciennes générations, puisqu'on parle de génération, où on était beaucoup plus rationnel, on va dire avant, là où on a une nouvelle génération qui est plus aussi à faire le lien tête-cœur. Et voilà, ça faisait partie des signaux positifs que vous m'aviez dit. Tout à fait. Par rapport au travail qu'on fait sur le terrain, et je pense que vous avez compris que effectivement, on va à la rencontre de collectifs, puisque notre intention, en fait, c'est d'aller regarder qu'est-ce qui se passe quand le processus coopératif en fait est en action et en quoi il est fondamental finalement dans peut-être le changement d'échelle dont on a tant besoin. Et effectivement, nous on voit une évolution entre peut-être quelque chose qu'on a beaucoup plus regardé, comme disait Isabelle, avec des chiffres et qu'on a asséné quand même pas mal. Qu'on peut comprendre, hein, on comprend les mots, on comprend ce que les gens nous disent, mais ça ne nous touche pas directement. Et on voit sur le terrain, quand on va rencontrer des collectifs de tous ordres, hein, ça peut être des entreprises, des collectifs d'habitants, des associations, enfin peu importe, qu'aujourd'hui, ils souhaitent allier ça à l'action. Donc effectivement, on sent qu'il y a un passage, et peut-être je vais le poser déjà maintenant. Nous, on a besoin de poser qu'il y a une transition anthropologique à mener et que peut-être c'est celle-ci qui va nous permettre de changer d'échelle. Alors c'est un grand mot de dire transition anthropologique, mais finalement ça concerne nos modes de vie, puisque finalement c'est ce que l'on vit, et que la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'il y a de la déviance positive. Hein, alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la déviance positive, mais c'est pour faire écho à ce que disait Isabelle. C'est des gens qui font autrement, qui montrent des choses autrement, mais dans l'objectif, effectivement, de développer, de trouver d'autres solutions. Et il y en a de plus en plus. Et que cette transition anthropologique, on a besoin de regarder notre capacité à faire changer nos modes de vie. Merci Anne. Donc effectivement, ceci étant posé, ce qui nous intéresse, et vous l'avez dit, et je le vois dans les différents commentaires que vous commencez à remonter, c'est de dire, OK, on a des éléments positifs, on a de quoi se réjouir, et il faut vraiment s'arrêter là-dessus pour les regarder, pour que ça nous mette en énergie, j'ai envie de dire, tout en restant tout à fait lucide. C'est ce que disait Isabelle, c'est-à-dire qu'en fait, tout en restant lucide sur le fait qu'on n'a pas infléchi le changement climatique, on n'a même pas arrêté de l'accélération. Donc, on est de plus en plus nombreux, c'est ce que vous nous dites en substance, on est de plus en plus à le comprendre intérieurement, on est de plus en plus à faire des actions, mais il y a un vrai sujet de comment on fait pour changer d'échelle. Du coup, effectivement, on a Stéphane de 49 ans qui nous dit c'est très juste, le changement d'échelle reste à faire, le job aussi. Comment rendre les actions à une échelle qui infléchisse les chiffres, sachant que cela nécessite de vrais changements
de mode de vie. Donc écoutez, on va explorer ça pendant l'heure qui nous reste de discussion. Le premier point sur lequel on voulait revenir, c'est de dire qu'il y a différents profils, différentes personnes. On a face à nous dans cette salle, on est plutôt, on va dire, avec des personnes militantes ou engagées, consciencieuses, qui ont l'envie d'agir, mais tout le monde n'est pas à ce même niveau de maturité. Et du coup, je me tourne vers Magali, puisque du coup, Magali, dans la préparation, tu me parlais de la pyramide de l'engagement du climat. Est-ce que tu peux nous redonner un peu ces exemples avec les différents profils de personnes qui agissent par rapport à ça? Yes. Nous, dans notre manière d'opérer et d'engager, en fait, on part de ce qu'on appelle la pyramide de l'engagement, où tout en bas, il y a les climato-sceptiques, puis les indifférents, les sensibilisés, les curieux, les engagés, et tout en haut, les ambassadeurs. Et en fait, ce qu'on a décidé, c'est de ne pas prendre en compte les climato-sceptiques parce que c'est de la perte de temps pour nous. Et en revanche, de se focaliser vraiment sur la tranche du milieu, à savoir les sensibilisés et les curieux, sachant que les ambassadeurs et les engagés, ils sont déjà en action. Et donc, en fait, pour faire grossir les rangs, c'est cette tranche du milieu qu'il faut aller chercher. Et là, on s'appuie sur des études de psychologie cognitive, notamment une première étude de Place to Be, qui montre que pour toucher cette tranche du milieu, en fait, c'est pas la colère qui va fonctionner, ça fonctionne très bien avec les militants, mais ce qui va toucher les curieux, c'est la joie et la surprise. Et il y a une autre étude qui montre qu'en fait, quand on parle de ces sujets aussi anxiogènes, naturellement, ça provoque du déni, de la sidération. Et en fait, pour faire passer les gens en action dans la foulée, l'important, en fait, c'est d'apporter des solutions immédiatement et qu'ils aient l'impression que les solutions soient suffisamment puissantes pour enrayer la menace. C'est pas facile, hein. Quand on parle de climat et des enjeux qui nous touchent là, c'est vraiment pas facile, mais c'est une perception. Et donc nous, ce sur quoi on se base beaucoup, donc c'est l'action collective, le fait de rendre visible l'action. Et dans ce cas-là, ça provoque un phénomène de mimétisme. Et puis aussi le fait de faire un premier geste. Même un geste qui peut sembler très anodin, un éco-geste, voilà, une petite goutte d'eau dans l'océan, en fait, c'est souvent un geste préparatoire pour la suite et pour un changement de mentalité. Donc, il faut vraiment pas négliger ces petits gestes, ces premiers gestes qui vont ensuite en inspirer d'autres et surtout provoquer un changement plus profond. Merci Magali. Je me tourne vers Isabelle, savoir si vous aviez envie de réagir par rapport à ce que vient de dire Magali. Oui, je suis assez d'accord avec elle. Enfin, je comprends bien la mécanique qui me semble effectivement être la bonne. Pour essayer d'aller un petit peu plus loin dans ce qu'elle a appelé la tranche du milieu, là, hein, les gens qui soit se posent encore des questions. Je pense qu'on a différents types de populations. Il y a des gens qui certainement sont sur le point de s'engager parce qu'ils perçoivent, du coup, pour eux-mêmes, un certain nombre de désagréments. Et je vais prendre un exemple qui n'est pas sur le climat, mais qu'on connaît tous, c'est la question des pesticides et du bio. C'est parce qu'un certain nombre de gens se sont dit les pesticides, c'est pas bon pour la santé, et encore plus d'ailleurs, c'est pas bon pour la santé de mes enfants. Ça a été un gros facteur que ces gens-là se sont tournés vers le bio, et on a vu tout d'un coup, j'allais dire sans qu'on fasse rien, c'est pas tout à fait vrai, on a fait quand même beaucoup pour essayer de convaincre les gens, mais ce mouvement a pris des racines très profondes dans la population, chez des gens de tous les milieux sociaux, de tout, voilà. Et on a vu la consommation du bio grandir à plus de 10% tous les ans, et du coup, les grandes surfaces s'y intéressaient, et du coup, etc. Donc on a vu une mécanique se mettre en route comme ça, qui quand même, je pense, est partie d'une certaine forme d'anxiété, mais aussi, ça a été souligné, du fait qu'il y avait une réponse. Il y avait une réponse et qu'elle était accessible. Donc ça, je crois que c'est vraiment important. Après, je pense qu'on a d'autres types de populations. Il y a des populations, effectivement, pour qui le côté anxiogène est tellement fort qu'ils se disent qu'en gros, tout est foutu, et que c'est même pas la peine d'essayer de faire quelque chose. De toute façon, voilà, on va tous mourir et on n'y peut rien, etc. Et je crois que par rapport à ces gens-là, il y a aussi un type de discours à développer qui est justement de leur montrer qu'il y a des choses sur lesquelles on gagne
et sur lequel on gagne parce qu'à un moment donné, oui, chacun a mis sa petite goutte d'eau et ça, non seulement petite goutte d'eau par petite goutte d'eau, mais aussi que ces petites gouttes d'eau, à un moment donné, déclenchent un signal politique ou un signal économique. Et qu'au fond, c'est un peu ça qu'on veut atteindre. Quand on demande aux gens, je reprends mon exemple, de manger bio, c'est pas seulement parce que ça va être bon pour leur santé, c'est aussi parce qu'on espère que derrière, politiquement, il y aura un soutien du bio qui sera un peu plus grand pour la conversion et que les entreprises vont se mettre aussi à nous produire des choses en bio, etc. Donc je crois que c'est ça. Après, il y a aussi la difficulté des gens qui, en gros, attendent un homme providentiel. Et ça, c'est très dangereux, l'homme ou la femme providentielle. C'est très dangereux parce que on en voit à l'œuvre aujourd'hui qui sont relativement nauséabonds et qui se présentent comme providentiels, y compris sur les questions environnementales. Et donc, penser que de toute façon, on n'y peut rien et qu'il faut que ce soit le président ou je ne sais qui résolve le problème, c'est quand même aussi quelque chose par rapport auquel il faut qu'on arrive à se positionner pour dénouer ce genre de lien. Donc, je pense que, en tout cas, c'était très juste ce qui a été dit sur le fait que on commence par une petite chose. On commence par un truc. Nous on l'a beaucoup vu parce que au WWF, il y en a peut-être certains d'entre vous qui connaissent WAG, l'appli qu'on a créée, We Act for Good, où on propose des dizaines et des dizaines de choses pour monsieur et madame tout le monde. Et notre idée, c'était ça. C'était que sur tous les sujets qu'on développe et sur les centaines de solutions qu'on propose, finalement, les gens se lancent des petits défis à eux-mêmes sur le truc qui les intéresse, le sujet qui les intéresse, sur lequel ils ont l'impression que c'est possible ou qui les amuse ou qui voilà. Et puis que à partir du moment où ils font ce premier pas, du coup ils vont s'intéresser à un deuxième sujet, puis à un troisième sujet et petit à petit changer de point de vue. Donc je crois que voilà, il faut vraiment aller encore plus loin à mon avis dans la finesse d'analyse parce que je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. C'est un changement anthropologique. Pour moi, c'est l'équivalent du moment où l'humanité est passée de chasseur-cueilleur à agriculteur-éleveur. On a beaucoup moins de temps, parce que ça s'est fait en plusieurs milliers d'années. On a moins de temps devant nous pour faire un saut qui est presque de la même hauteur, parce que ça va profondément quand même changer nos modes de vie d'une manière d'ailleurs qu'on ne l'imagine pas encore. Et je crois qu'il faut aussi, que ça nous donne envie. Il faut aussi que ce soit séduisant, entre guillemets, pour qu'on ait tous envie d'y aller. Alors, on va revenir évidemment sur cette notion de désirabilité. Je rebondis sur un message d'Aurélien, 40 ans, qui dit quels sont les changements possibles quand on est débordé par la vie active. Donc, ça rejoint bien cette notion de envie et de comment on commence par les petits pas. Et tout ce que vous avez dit là m'amène à vouloir du coup ouvrir le sujet de cette notion de changement d'échelle. Comme on dit, il y a un premier enjeu autour des enjeux de démocratie. Là-dessus, on a Clément, 42 ans, qui dit comment, ça bouge en même temps, du coup, comment ne pas prendre en compte les climato-sceptiques quand ils sont chefs d'État. Ça rejoint ce que vient de dire Isabelle sur les notions de l'homme providentiel et comment on n'attend pas tous deux, mais que malgré tout, il faut faire bouger les lignes. C'est ce que tu viens de dire, Magali. Du coup, j'avais... notamment dans la petite préparation que j'avais eu l'occasion de faire avec Camille Etienne, notamment, elle me disait mais qui je suis moi pour définir les choix de société qu'on doit faire au niveau individuel. Je suis personne, en fait, c'est des choix de société et c'est quel est l'avenir on a envie d'avoir. Du coup, je me retourne vers Magali. Forcément, j'ai envie que tu nous racontes un tout petit peu ce que vous avez initié avec On est prêt sur ces notions d'action, un mois pour faire une action par jour, qui a amené du coup à l'affaire du siècle, à la Convention citoyenne, pour qu'on puisse un peu creuser davantage ces enjeux de démocratie. Ok. Alors, On est prêt, en fait, c'est né fin 2018 avec une toute première campagne qui, au début, rassemblait 60 youtubeurs. Et en fait, j'avais vraiment choisi de passer par les youtubeurs parce qu'aujourd'hui, quand on veut toucher la jeunesse, il faut passer par les réseaux sociaux. Et puis, c'est ce que j'appelle des rôle modèles. Donc, en fait, c'est vraiment ceux que les jeunes admirent. Et donc, en fait, le principe de la campagne, c'était pendant 30 jours,
il y a un défi par jour, de manière crescendo, pour agir pour le climat. Chaque défi était lancé par un youtubeur à sa communauté et aux communautés de tous les autres youtubeurs. Et en fait, le premier jour, c'était aujourd'hui, je vide ma boîte mail parce que Internet, c'est l'équivalent du 6e pays au monde. C'était à l'époque, maintenant ça a augmenté. L'équivalent du 6e pays au monde en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième jour, j'adopte une gourde et j'arrête les bouteilles en plastique. Et comme ça, crescendo pendant 30 jours. Le milieu du défi, c'était je diminue ma consommation de viande et j'écris au maire de ma ville pour adopter des repas bio, locaux et végétariens dans les cantines. Donc ça, c'était porté par le youtubeur Norman. Et puis, le 31e défi, c'était donc l'affaire du siècle, avec ce propos de dire on a agi à notre échelle, on a montré qu'on était prêt au changement. Donc il faut arrêter de nous prendre comme prétexte pour se dire qu'on ne fait pas changer les choses au niveau politique et au niveau industriel. On a montré qu'on le faisait, donc maintenant on se tourne vers l'État pour que lui aussi prenne ses responsabilités et on l'attaque en justice pour inaction climatique. Voilà, donc ça c'était la toute première campagne. Et quelque chose qui a été très fort dans cette campagne, ça a été l'action collective. C'est-à-dire qu'il y a plein de youtubeurs à l'époque qui étaient écolos, végétariens et qui n'osaient pas le dire. En fait, ils ne le disaient pas à leur communauté parce qu'ils se disaient « je vais me faire complètement bâcher ». C'est les premières victimes de harcèlement sur les réseaux sociaux, hein, les youtubeurs. Donc en fait, il y en avait plein qui n'osaient pas le dire. Et en fait, cet effet de masse-là, le fait de partir à 60, ça a permis un effet seuil, ça a permis de déclencher un coming out. Donc il y a eu ce coming out-là qui a eu lieu. Et puis, le fait de faire ça collectivement et de manière ludique, en fait, ça a gamifié l'action et ça a pu entraîner beaucoup plus de collaboration, de créativité, de manière de faire, de on s'entraide, on n'est pas parfait. Et ça, c'était 2 piliers super importants de nos messages. C'est qu'il ne faut pas attendre d'être parfait pour agir. Sur Terre, la perfection, ça n'existe pas. Et il faut arrêter d'attendre de se sentir légitime aussi pour agir. En fait, qu'est-ce qu'on appelle la légitimité et la pureté? C'est-à-dire que même les scientifiques eux-mêmes, ne comprennent pas tout ce qui est en train de se passer en termes de complexité, et 2, eux aussi polluent. Donc en fait, s'il faut attendre de ceux qui sont vraiment légitimes, qui soient purs à 100%, enfin, ça ne fonctionnera pas. Donc il y avait un gros travail de décomplexer les actions et les discours et de se montrer en action avec ses imperfections, avec ses échecs, et que ça fait partie de la transition, de sa métamorphose personnelle. Voilà. Et donc en fait, suite à l'affaire du siècle, il y a eu une réaction de l'État qui a été de dire justement, les Français ne sont pas prêts, regardez les gilets jaunes. Donc, à cette époque-là, avec Cyril Dion qui nous avait rejoint pour l'affaire du siècle et puis Mathilde Dimer qui était aussi dans la campagne, on a décidé en fait de montrer que ce discours était faux et qu'en fait, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant, Audrey, de ça. Tu peux. Allez, j'enchaîne. Donc, que le problème avec les gilets jaunes, c'était avant tout un problème de justice sociale avant d'être un problème d'écologie. Donc, on a orchestré un sondage avec BVA qui proposait 10 mesures aux sondés et qui étaient des mesures écologiques, démocratiques et sociales. Et ce sondage montrait bien qu'à condition d'être juste socialement, en fait, les mesures écolo généraient beaucoup d'approbation. Donc, on s'est appuyé sur ce sondage-là pour opérer une convergence en fait entre les mouvements écolos et sociaux. Et donc en fait la convergence, elle a vraiment abouti au mois de mars, c'est-à-dire qu'avec Mathilde, on était allé voir plein de gilets jaunes, Priscilla Udowski, François Boulot, qui nous disaient bien sûr qu'on est écolo, faut juste pas nous la faire à l'envers. Et donc au mois de mars, quand on a sorti ce sondage, on a aussi orchestré une rencontre entre Cyril Dion et Priscilla Udowski dans Le Parisien, dans Combini. Et puis à la marche du siècle, François Boulot est venu marcher pour la première fois à Paris aux côtés des ONG de l'affaire du siècle. Et là, en fait, on a été quand même très surpris aussi parce que quand on a émis ce sondage dans les médias traditionnels et dans les réseaux de Gilets jaunes, en fait, les réactions qu'on a eues chez les Gilets jaunes, c'était de se dire merci de comprendre la complexité de la situation. On est tout à fait prêt à soutenir des mesures écologiques à condition que.
Et puis, côté écolo et médias traditionnels, il y avait une grande incompréhension, même dans les médias de gauche, qui partaient du principe que non, les gilets jaunes ne pouvaient pas être écolos. Enfin, donc comment on pouvait discuter avec eux? Et en fait, c'est vraiment grâce à cette convergence qui s'est matérialisée au mois de mars qu'il y a pu y avoir une négociation aussi comme ça avec le gouvernement, une négociation en tenaille avec d'un côté Cyril Dion et Marion Cotillard suite à justement leur intervention à l'affaire du siècle, de l'autre Mathilde Immer qui avait lancé les Gilets citoyens avec Priscilla Udowski qui rassemblait en fait des experts de la démocratie, des experts écolos et puis de la justice sociale. Et puis c'est comme ça en fait qu'est née la Convention citoyenne pour le climat. Alors, on va revenir sur la Convention citoyenne juste après. Anne, je crois que vous vouliez réagir sur le côté affaire du siècle. Alors, on en a parlé déjà tout à l'heure, mais je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important en termes d'engagement, parce que ça montre que quand on prend un engagement, que ce soit la Convention de Paris ou que ce soit le protocole de Kyoto, qui lui date de presque aussi vieux que l'ASDER, on doit les tenir. Et je pense que c'est un signal qui est vraiment très important qui est envoyé, parce que par ricochet, je ne sais pas si ça arrivera jusqu'à chacun de nous, mais par ricochet, l'État, qui ne tient pas ses engagements, va demander aux régions ce qu'elles font. Alors, je vous passe les noms barbares, hein, c'est un Schradet, c'était le Schrae avant, c'est un Schradet maintenant. Qu'est-ce que la région fait, les régions font pour mettre en œuvre leurs engagements via leur schéma énergétique? Et puis derrière, les régions, elles ne vont pas avoir envie de payer les pénalités qu'il faudra payer, donc elles vont dire aux collectivités, qui vont dire à leur propre commune, il y a quelques élus par ici, qu'est-ce que vous avez fait pour mettre en place les mesures du plan climat? Parce qu'en fait, on a tous les outils maintenant techniques, c'est un travail de bureau d'études, d'ingénieurs, etc. Mais on a toute la connaissance et les outils pour savoir comment on peut être dans un scénario où on peut à la fois éviter les questions du nucléaire, des émissions de gaz à effet de serre, du réchauffement climatique, tout en étant bénéfique, positif pour l'emploi. Donc on a tout. Et moi j'espère effectivement que cette affaire du siècle, ça va permettre de se retourner in fine vers les premiers décideurs qui sont ceux les plus proches. Donc l'État sera condamné, les régions seront condamnées, les EPCI aussi, et je pense que les communes aussi. Et puis nous, est-ce qu'il faut dire qu'on sera aussi condamnés à agir? Tout à l'heure, on a dit, voilà, c'est bien les petites gouttes d'eau, mais finalement, comment est-ce qu'on fait pour avoir un courant de fond? Alors on a plusieurs outils. Il y a les outils réglementaires. Le problème, c'est que le réglementaire, aujourd'hui, c'est une voiture balai. Alors que le réglementaire, il faudrait qu'on arrive à en faire quelque chose qui soit pas juste une voiture balai, mais que ça permette d'aller plus loin. Donc ça, pour moi, c'est vraiment important. Après, on n'en avait pas parlé quand on avait préparé ensemble, mais tout à l'heure, vous avez dit que vous travaillez au niveau aussi industriel. Mais ça fait... C'était le débat Souviron, pour ceux qui s'en souviennent, pour la génération d'avant. Ça fait 40 ans qu'on en parle, c'est quand est-ce qu'on change notre fiscalité? On a une fiscalité qui n'est plus adaptée à notre société et aux enjeux d'aujourd'hui. On a une fiscalité qui est basée sur l'emploi, alors qu'il nous faudrait une fiscalité qui soit basée sur la pollution. Et là, en vous écoutant, je me dis aussi sur les questions de biodiversité. Il faudrait qu'on fasse complètement. Mais le problème, c'est que comment est-ce qu'on passe d'un système à un autre? C'est toute la difficulté de la transition. Là, on a évoqué ce qu'on a évoqué, grosso modo, c'est les théories du petit pas dont tu as parlé, Magali. C'est la théorie de Gramsci. C'est génial, ça mobilise, on se rend compte qu'on peut faire quelque chose, etc. Mais là, on ne va pas faire ça, ce changement de fiscalité, avec une théorie de petits pas. Donc, comment est-ce qu'on le fait? Et à mon avis, tant qu'on n'a pas changé ce fonctionnement de nos sociétés, on n'y arrivera pas. Au Moyen-Âge, on voulait démontrer quelque chose, on s'appuyait sur l'existence de Dieu. Tout partait de l'existence de Dieu. Aujourd'hui, on veut démontrer quelque chose, on est forcément dans une dimension économique. On n'arrive pas à en sortir. Ça fait 40 ans. Et tant qu'on ne change pas la fiscalité, on n'y arrivera pas. Alors, Patrick, apparemment, a la solution. Alors, il dit non de la tête, mais j'avais envie de me retourner. Effectivement, on vient de dire c'est quoi en fait, c'est quoi l'imaginaire qu'on veut avoir autour de ça, et c'est quoi les récits qu'on veut créer autour de ces nouveaux enjeux. On va y venir juste après. Je voulais simplement revenir sur le point de Magali tout à l'heure, où tu disais qu'il y a eu une forme de concordance des combats avec les Gilets jaunes. Et j'ai envie de me retourner vers Anne et Patrick pour voir un petit peu sur les enjeux de coopération
Ce que je trouve intéressant, c'est de dire finalement on est face à un monde complexe, c'est facile de mobiliser. Moi, ce que j'appelle le premier cercle, c'est les plus convaincus, c'est comment on fait pour aller toucher plus loin. Et donc ces enjeux de coopération, elles sont comment on fait pour coopérer avec ceux qui ne sont pas identiques à nous. Oui, mais ça répond aussi quelque part à la question de Anne, je pense. C'est-à-dire que moi, j'aimerais juste revenir sur un truc quand tout à l'heure tu parlais des raisons d'agir. En fait, tant qu'on parle à notre tête, il n'y a que les convaincus qui ont connaissance de ça et qui croient à ce qu'on est en train de dire qui se mettent en mouvement. Donc, il faut effectivement parler à autre chose qu'à notre tête. Moi, je vous donne juste un exemple. On a vu dans nos chemins quelqu'un de extrêmement motivé pour faire construire un habitat participatif, biosourcé, énergie positive, etc., mais pas du tout pour des questions d'environnement et d'écologie. Tout simplement parce que cette personne découvrait le plaisir que c'était de vivre et de construire avec d'autres. Et donc, il faut reconnaître que nos moteurs d'action, à chacun de nous, ils sont intimes, individuels et personnels, tous différents. Et là, il y a un premier défi, et ça rejoint, c'est pour ça que je faisais ce petit rétropédalage, mais ça rejoint la question de la coopération, parce que quand on dit que le monde est complexe, ça veut dire que tout est lié. Et effectivement, le sujet sur lequel on est, c'est que le sujet climatique, il ne pourra pas être réglé sans traiter aussi le sujet social, et donc le sujet démocratique, etc., etc. Et tout est lié. Et comment fait-on pour traiter un sujet où tout est lié? Eh bien, il faut relier les gens qui sont acteurs de ces sujets. Et donc, c'est là que la coopération vient. En fait, on a l'habitude de dire que la coopération est une expression sociale de la complexité. Si on veut avoir une action sur le système, et donc une action complexe, on ne peut pas agir sans coopération. Et là, il y a un piège, et ça renvoie au défi qui était posé avec cette échelle d'engagement, c'est que on pourrait croire que coopérer, il faut avoir des valeurs communes pour coopérer, mais non. Si vous coopérez uniquement avec les gens avec qui vous partagez vos valeurs, vous ne coopérez pas en fait. Vous êtes dans une bande de copains. Et vous agissez avec ceux qui pensaient la même chose les uns avec les autres. Coopérer, ça n'a rien à voir avec ça. Il y a un sociologue américain ou anglais, je ne sais plus, qui s'appelle Richard Sennett, qui dit « Coopérer, c'est l'art de vivre dans les désaccords ». Moi, je trouvais intéressant tout à l'heure dans le salon, je me suis arrêté à discuter, on discutait au stand de RICOP, et dans la brochure RICOP, il est écrit que finalement, on met ensemble des gens qui ont des intérêts divergents. Et c'est là qu'on va pouvoir commencer à construire quelque chose qui va effectivement mettre en mouvement d'une manière globale. C'est si on a petit à petit, si on apprend à agir avec des gens qui ne pensent pas la même chose que nous. Alors, comment on fait? Eh ben, ça s'appelle coopérer. Dans coopérer, il y a un mot merveilleux, c'est pas la collaboration, la coopération. Hein. Collaborer, c'est travailler avec. Hein. Le labeur, ce qui nous emploie et ce qui nous plie. Coopérer, au contraire, c'est ce qui nous grandit et nous élève. Dans coopérer, il y a le mot œuvre. Hein. Et donc, c'est comment on peut être co-auteur d'une œuvre commune. Et ça, Anne parlait tout à l'heure d'une transition anthropologique, Isabelle l'a repris, parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on réapprenne à faire. On a été biberonné pendant, je ne sais pas, 3 siècles peut-être, avec une idée que personne n'a prouvée, qui est que la concurrence produit du développement. Personne n'a prouvé ça. Éloi Laurent, qui est un économiste de l'OCDE, le dit à chacune de ses conférences, il n'y a pas un économiste capable de prouver que la concurrence produit du développement. Or, c'est inscrit comme un dogme immuable, alors que c'est quelque chose de faux. Dans les signes positifs, ce que nous, on aime bien voir, c'est que la jeune génération, et elle est jeune pas forcément en âge, elle peut être jeune en âge, mais on a aussi des gens qui sont moins âgés, qui sont moins jeunes, et qui finalement vont agréger avec ça. Cette génération nouvelle, elle est capable de déconstruire les dogmes sur lesquels on est assis depuis longtemps. Et c'est là, pour moi, le signe d'espoir important, quand on se dit que, bah ouais, rentrer en guerre les uns avec les autres, en concurrence les uns avec les autres, ça ne produit pas du développement. Ça fait qu'il y en a un qui gagne plus que les autres. Ça, c'est sûr. Mais si on veut rentrer dans des systèmes où on gagne tous, alors il n'y en a qu'un qui fonctionne, c'est celui de la coopération, justement. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce qu'on n'a jamais pu montrer avec la compétition, on le montre avec la coopération, c'est-à-dire qu'on peut prouver que la coopération est contagieuse.
Et donc, travailler, nous, notre capacité individuellement, nous, on n'est plus sur des niveaux, sur ces échelles-là, mais c'est super d'avoir la complémentarité. Travailler sur notre capacité individuellement à faire alliance, à coopérer, à devenir co-auteurs avec des gens qui ne pensent pas comme nous, voire qui pensent contre nous, ça, c'est quelque chose qui, si on arrive à le faire à l'échelle d'un habitat, d'un quartier, d'une ville, d'une Comcom, petit à petit, devient contagieuse et source de développement. Et c'est ce qu'on observe sur le terrain avec des écosystèmes coopératifs qui deviennent de véritables systèmes de développement. Alors forcément, Quand je parle de développement, je ne parle pas de développement économique. Je parle de développement économique et social et humain, etc. Merci Patrick. Donc, ça me permet de rebondir sur ces notions de dogme. C'est quelque chose aussi qui est pas mal ressorti dans les éléments de préparation que j'ai vus avec vous tous, sur le fait que des fois on prend des réalités, des choses pour des réalités alors que ce sont de l'ordre de la croyance, et à l'inverse, on prend des choses, on met des choses sur de l'ordre de la croyance alors que c'est des vraies réalités. La différence coopération versus concurrence est un premier dogme à déconstruire. Un deuxième dogme qui serait à déconstruire, c'est, et du coup je me retourne vers Magali, le fait de se dire comment on fait pour repenser notre approche du réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'on prend souvent le réchauffement climatique comme une croyance alors que c'est une réalité. À l'inverse, on prend le capitalisme comme une réalité absolue alors que ça tient d'un choix de société qu'on a fait à un moment. Est-ce que tu peux réagir par rapport à ça ? Cette question des croyances, elle est cruciale, hein. Et c'est Harari dans Sapiens et dans ses bouquins qui parle justement de ces différentes croyances, et puis de l'argent aussi, qui est une croyance comme les autres. C'est quelque chose de très fictif, hein, l'argent. C'est un billet, une transaction qui permet quelque chose, mais en fait, ça n'existe pas, c'est un grand jeu. Donc aujourd'hui, il y a un grand enjeu d'imaginaire. Nous, c'est vraiment au cœur de nos actions parce que il y a d'un côté les mobilisations citoyennes, comme je le disais tout à l'heure, et puis de l'autre, la création et la diffusion d'utopies lucides. Donc pour nous, c'est vraiment crucial en fait de travailler ce sujet des nouveaux imaginaires. Et c'est donc Rob Hopkins qui, dans son dernier livre « Et si », explique en fait pendant des années le quotient intellectuel et puis le quotient de l'imaginaire ont cru ensemble, ont augmenté, et puis en fait il y a eu un décrochage dans les années 90 et le potentiel d'imaginaire a commencé à chuter dans les années 90. Or aujourd'hui on est face à un challenge et un enjeu énorme qui est tout simplement de réinventer comment on fait société, d'inventer un nouveau paradigme, une nouvelle manière de vivre ensemble, et on a donc énormément besoin de notre capacité à imaginer et de remuscler en fait notre imagination. Et donc chez On est prêt, la manière dont on travaille là-dessus, c'est que tout à l'heure Isabelle parlait de contraintes et Anne aussi, et en fait on est justement en train de compiler les différents rapports de prospective du Shift Project avec le plan de transformation de l'économie française qui explique en fait comment on peut décarboner les 15 secteurs de l'économie française d'ici 2050 et à quoi la France ressemblerait alors. Il y a aussi les rapports de BL Evolution sur lesquels s'était appuyé Cyril Dion quand il allait voir Macron justement, mais qui avaient été très très mal reçus dans le monde écolo. Même les écolos disaient que ce rapport de BL Evolution était liberticide et que c'était pas du tout possible qu'on mette ça en œuvre dans nos modes de vie, arrêter de prendre l'avion, arrêter d'acheter des vêtements, enfin qu'est-ce que c'était que ce rapport. Et puis là, il y a aussi l'ADEME qui va sortir ses travaux de prospective avec 4 scénarios en fin d'année qu'on attend impatiemment. Et ça, pour nous, c'est vraiment un cadre pour les récits à construire qu'on essaye de mettre en œuvre donc à notre échelle avec On est prêt, via nos différents porte-paroles dans les médias. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'influence médiatique. On pourrait appeler ça de la propagande aussi, si on veut. Et puis via tous les acteurs culturels en fait qu'on accompagne. Je vous donne un exemple. Récemment, avec Plus belle la vie, en fait, on les a accompagnés dans une arche narrative qui a duré 6 semaines. Et en fait, l'objectif, c'était de réussir à... Ouais. Peut-être que tout le monde connaît Plus belle la vie, mais je ne sais pas si tout le monde connaît Plus belle la vie. Donc, peut-être redire un tout petit peu le profil de série de Plus belle la vie. Donc, Plus belle la vie, c'est une série quotidienne qui passe sur France 3.
qui touche 3 à 4 millions de personnes par jour. Donc c'est une petite série de, je sais pas, ça dure 30 minutes, je crois, les épisodes. Et ça dure depuis des années. Et en fait, les personnes qui regardent Plus belle la vie sont très engagées, très attachées au personnage. Et ça nous permet, en fait, de faire passer des valeurs et des histoires. Donc en fait, ce qu'on a fait avec Plus belle la vie, c'est qu'on a fait ça, c'est qu'on les a conseillés sur des valeurs et sur des histoires, et notamment sur une histoire qui s'inspirait de Julia Hill aux États-Unis. En fait, Julia, c'est une Américaine qui a vécu 2 ans dans un arbre pour éviter qu'on coupe la forêt. Et donc quand je leur ai raconté cette histoire, ça les a inspirés, et il y avait une militante dans la série qui est donc montée dans un arbre pour qu'on évite de couper l'arbre. Et en fait, ça a permis de faire switcher plein de personnages de la série, et notamment l'entreprise cœur de la série qui s'appelle GTS, qui, grâce à cette arche-là, est devenue écolo. Voilà. Donc, il y a eu... Merci. Ouais, ça se passe à Marseille. Et l'autre chose qu'on a faite, c'est que il y a certains jours de tournage qui étaient justement les épisodes les plus importants de la fin de l'Arche, où on a aussi fait venir des militants pour jouer leur propre rôle. Donc moi j'étais sur le plateau, je jouais mon propre rôle. On a fait venir Camille Etienne aussi, Julien Vidal, des militants d'Alternativa, d'ANV COP 21. Donc ça c'était super parce que ça permettait vraiment de connecter avec ce qui pouvait se passer sur le territoire. Et après ça, l'enjeu quand on fait de la production à impact, c'est ensuite d'engager les gens dans la vie réelle. Donc on a aussi lancé une opération qui s'appelle Viens on sème, et qui proposait aux spectateurs en fait de semer des graines mellifères pour les abeilles. Bon, on aurait voulu faire quelque chose de plus proche des arbres, mais je vous avoue que c'était quand même aussi assez compliqué d'engager France Télévisions là-dessus. Donc c'était un premier test pour faire plus ambitieux la prochaine fois, mais bon, c'est un premier test qui a fait bouger aussi les équipes de tournage, et ça c'était super émouvant parce qu'il y en a plein qui se sont rendus compte de certaines choses à leur échelle, et qui étaient surtout très très fiers de participer à cette arche-là. Merci Magali. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'on montre que ça déconstruit le mode de propagation du message, et qu'on va chercher du coup d'autres cibles et toucher d'autres cibles par d'autres biais. Donc je trouve cette illustration intéressante. Merci. Je me retourne vers Isabelle, qu'on n'a pas entendue depuis un petit moment. Savoir, Isabelle, qu'est-ce que ça génère chez vous, toutes ces notions, ces enjeux de déconstruire les mythes, d'aborder des nouveaux récits? Oui, je crois que toutes les organisations environnementales, à leur façon, elles le font. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse et qu'on n'a pas encore abordé, mais je crois que c'est fondamental, c'est le chemin. C'est-à-dire que on va dire sur le climat, on dit voilà, on sera zéro carbone en 2035, on sera je sais pas quoi. Enfin voilà, on donne des objectifs, mais donc ces objectifs peuvent souvent paraître inatteignables, complexes, on ne sait pas très bien. Et je pense que il faut vraiment qu'on s'attache à chaque fois à donner un chemin en même temps. C'est-à-dire, voilà, si on veut en être là en 2035, il faut qu'en 2032 on soit là, en 2030 on soit là, en 2028 on soit là, etc. Et c'est dans c'est dans la construction de ce chemin que les choses prennent vraiment corps. C'est-à-dire, par exemple, quelle formation il faut que j'acquière pour une entreprise, je sais pas moi, quelle nouvelle machine, quel nouveau produit, ça, on claque pas dans les doigts pour avoir les choses, quoi. Souvent, qu'on soit d'ailleurs un particulier, une entreprise où il faut un temps d'étude, un temps de réflexion, peut-être parfois un temps de financement. Donc entre je veux faire ça et puis de fait je le fais, il faut 2, 3, 4 ans, il faut se former, il faut voilà. Et je crois que c'est extrêmement important d'avoir des marqueurs, que ce soit au niveau de la fabrique de la loi. Et je reprendrai par exemple, c'est peut-être un peu un contre-exemple, mais par exemple sur la question du nucléaire, on nous donne des seuils, on nous dit voilà, à telle date on aura 50% de nucléaire, mais on ne nous dit pas comment on va y arriver. On ne nous dit pas quelle est la centrale qu'on va fermer dans 2 ans. Donc là, on en a fermé une, mais c'est évidemment totalement insuffisant. Mais on nous dit pas quel chemin. Donc c'est très anxiogène de ne pas savoir le chemin.
On nous dit pas les employés des centrales, qu'est-ce qu'on va en faire? Bah, s'il faut les reconvertir, ça se fait pas en 5 minutes. Il faut peut-être leur faire plusieurs années d'études pour que, ils passent du boulot qu'ils font actuellement à, par exemple, un boulot de «déconstructeur» entre guillemets. Donc je crois que, faut vraiment qu'on travaille et certainement, enfin, une des caractéristiques du WWF, par exemple, c'est de beaucoup travailler avec les entreprises et nous, on mesure bien ça au niveau des entreprises. On les prend dans un état, initial, voilà, on peut pas tout faire en même temps, il va falloir se fixer des objectifs et à chaque fois qu'on se fixe un objectif, eux, ils savent qu'il faut faire ça. Il faut immédiatement qu'on lui donne une voie d'accès entre guillemets. Sinon on n'y arrive pas. Et je crois que c'est vraiment une question importante. Isabelle, ça me donne envie de rebondir parce qu'on a moins parlé des enjeux liés aux entreprises, alors qu'elles sont aussi clés dans le dispositif. On a parlé du niveau individuel, on a parlé des récits, on va y revenir. On a parlé aussi du niveau de l'État, on va un tout petit peu y revenir aussi. Mais sur la notion des entreprises, vous, c'est quoi le regard que vous portez à travers effectivement le côté WWF qui les accompagne là-dedans? Est-ce qu'il y a un mouvement de fond là aussi sur ces sujets-là? Oui, il y a plutôt des bonnes nouvelles. On est passé des casse-pieds de service à des gens qui portons une idée, un projet qui, pour un certain nombre d'entreprises, commence à être, je dirais pas encore clé, mais en tout cas un élément à introduire au plus haut niveau de la boîte. Et on voit bien, il y a 15 ans, on discutait avec les gens qui s'occupaient de tout ce qui était environnemental dans les boîtes, qui étaient rattachés à la direction de la communication. Aujourd'hui, ça n'est absolument plus jamais le cas. C'est-à-dire que le directeur développement durable, il est dans le COMEX à côté des directeurs techniques, financiers, etc. On a vu les équipes aussi se muscler considérablement, avec évidemment plutôt pour les très grosses boîtes, hein, qui ont les moyens. On a vu arriver des gens à très haut niveau qui savent de quoi on parle, et voilà, alors qu'avant, il fallait presque leur expliquer ce que c'était que le dérèglement climatique. Donc ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Et on voit, alors la grosse difficulté évidemment, c'est que les entreprises, elles continuent évidemment à garder, j'allais dire, en numéro un, la question financière, hein, c'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise, elle dégage des bénéfices, qu'elle rémunère ses actionnaire ou qu'elle investisse, etc., ou qu'elle se développe. Donc ça, évidemment, souvent, c'est très compliqué, parce que tant que cette question-là est centrale, bah, ils sont prêts à faire et ils ont le sentiment, et dans un certain nombre de cas, ils le font ou ils essayent de le faire, hein, c'est pas tous des salauds et des méchants. Ils ont aussi des gosses et ils ont aussi, pour un certain nombre d'entre eux, en tout cas la conscience aussi que leur boîte, s'ils font pas une transition écologique, leur boîte dans 20 ans, elle n'existera plus. Donc ça, je crois qu'il y a un certain nombre d'entreprises, y compris parmi les plus grosses, qui commencent à être conscients de ça. Mais l'équilibre à trouver entre, on l'a vu, c'est intéressant de parler du cas de Danone, par exemple. On a vu le PDG de Danone, Faber, être vraiment porte-parole de ça, de l'entreprise citoyenne, de la question environnementale, etc. D'impulser des choses relativement importantes au niveau d'un groupe mondial, et ça se fait pas en 5 minutes. Et puis, bon, finalement, il s'est quand même fait dézinguer, quoi, hein, par l'Assemblée des actionnaires qui lui a dit non, non, mais attendez, le sujet, c'est quand même de gagner de l'argent, quoi. Donc, c'est assez compliqué, mais on peut pas faire l'économie de ça. On va pas y arriver si, à un moment donné, les entreprises sont pas aussi un moyen d'accès à la transition. Et je crois que voilà, c'est complexe, mais il faut y aller. Merci Isabelle. Du coup, je me retourne de nouveau vers Magali sur la notion de chemin, parce qu'on a commencé à aborder tout à l'heure le sujet de la Convention citoyenne. Et la Convention citoyenne, c'est une manière de finalement mettre un début de chemin sur une nouvelle forme de récit, une nouvelle forme d'action collective. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton regard sur cette Convention citoyenne et sur ce que ça nous dit de notre fonctionnement en société? Là, c'était un exemple de coopération magistrale. En fait, les 150 citoyens ont été tirés au sort selon les méthodes des instituts de sondage, vraiment pour être le plus représentatif possible de la société française. Donc en fait, c'était une mini-France qui se réunissait régulièrement au CESE, au Conseil économique, social et environnemental. Et en fait, il y avait aussi des climato-sceptiques au début, qui ont changé.
Et ce qui était magnifique, en fait, c'était de voir l'intelligence collective à l'œuvre. Et en fait, aujourd'hui, on a tendance à se référer aux experts. On ne sait pas, c'est les experts. C'est les experts pour tout. Sauf qu'en fait, les experts, ils sont experts dans leur domaine. Et il y a très peu de transdisciplinarité. Donc là, ce qui a été formidable, c'est que ces 150 personnes, elles se sont formées pendant plusieurs mois, en dehors des week-ends aussi, hein, parce ils se sentaient investis d'une telle responsabilité, ils étaient tellement motivés, enfin ça c'était archi émouvant. Donc en fait, avant même le premier week-end, ils avaient déjà commencé à lire les rapports, les choses comme ça. Et en fait, ce qui a été aussi très très impressionnant, c'est qu'au premier week-end, il y a des scientifiques, notamment Valérie de Masson-Delmotte, qui est venue et qui a fait un exposé de la situation. Et là, il y a eu énormément de manifestations émotionnelles parce qu'ils se sont pris une énorme baffe. En fait, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas au courant de la catastrophe qui est déjà en train d'advenir. Et en fait, il y a eu une prise de conscience et une incompréhension de pourquoi le reste de la population n'est pas tenu au courant de ce qui se passe, notamment via l'éducation nationale. C'est pas dans les manuels scolaires aujourd'hui, ces enjeux-là, et puis ce qu'on peut faire aussi pour les enrayer. Et donc ça a été une aventure humaine incroyable. Et donc je parlais aussi du rôle de Mathilde Imer et de Cyril Dion. Donc on fait partie de la première campagne, et Cyril Dion faisait partie des 3 garants. Mathilde Imer, qui a vraiment été ultra moteur, faisait partie des 15 personnes du comité de gouvernance, pardon. Et donc, en fait, ce que Cyril avait fait aussi au début de Convention citoyenne, c'est que le président de la République lui avait dit en off, oui, oui, je tiendrai ma parole de transmettre sans filtre les mesures par voie réglementaire, référendum ou loi. Donc Cyril, qui était là pendant les week-ends, l'a fait réitérer devant caméra à Emmanuel Macron et puis à Édouard Philippe. Et puis le drame, in fine quand même, c'est que Macron dit qu'il y a eu 6 jokers, en réalité il y en a eu beaucoup, beaucoup plus. Et là, la loi qui est passée récemment a été complètement vidée de sa substance. C'est limite si on revient pas en arrière. Hein. Il y avait des propositions très très fortes des citoyens, notamment aussi pour changer l'article 1 de la Constitution. Et ça, Macron a parlé d'un référendum sur le sujet, mais en fait, ils sont complètement en train de vider aussi de sa substance la proposition. Donc en fait, on est en train de se dire, s'il y a un référendum, en fait, ça ne sert pas forcément la cause. Donc quelque part, il y a eu succès dans le processus démocratique. En revanche, il y a eu une opportunité réellement manquée. Enfin, ça c'est vraiment désastreux de la part du gouvernement. Et un truc super important, c'est que Cyril et Mathilde avaient proposé aussi cette voie-là parce que justement, on s'était rendu compte que c'était très difficile de faire adhérer à la rapidité de la transition et à la rapidité des mesures à mettre en place. Donc il y avait besoin d'adhésion démocratique, et le meilleur moyen d'obtenir cette adhésion démocratique, c'était justement que ça vienne de la population elle-même. C'est pour ça qu'avec On est prêt, on a aussi fait tout ce qu'on a pu pour expliquer le processus démocratique, pour expliquer les mesures, pour expliquer l'intelligence de ce corpus systémique. Et là, Macron a complètement raté cette opportunité-là, tout comme il a aussi raté l'opportunité après le premier confinement Covid et puis la mise en place du plan de relance économique et sociale. Mais là, je dévie un petit peu. Mais il y a des questions dans la salle sur cette thématique Covid. Donc on va y revenir juste après. J'ai juste vu Patrick réagir tout à l'heure. Je me dis peut-être qu'il y avait une envie de réaction de la part de Anne ou Patrick sur ce que vient de dire Magali. Oui, non, c'était juste pour l'exemple de la Convention le montre, mais en fait, je ne crois pas qu'il y ait de contre-exemple. Il y a plein d'études là-dessus, hein, même sur les sciences participatives. Il y a une étude remarquable du Muséum d'histoire naturelle, etc., qui montre que vous prenez des gens qui ne savent rien sur un sujet, vous les mettez ensemble, non pas dans un rôle où on va leur expliquer la vie, dans un rôle où ils sont co-auteurs, je redis ma définition, co-auteurs d'une œuvre commune, hein, où ils deviennent co-auteurs. Et bien, en moins de 3 ans, ils ont le niveau d'une maîtrise, et en 5 ans, ils ont le niveau d'un docteur.
en sciences participatives, à partir de gens qui ne connaissent rien. Ça, c'est dans le domaine scientifique. Tu parles du domaine démocratique avec la Convention. Nous, dans nos travaux sur la coopération, on le voit. Il y a 4 caractéristiques qu'on voit vraiment sur les systèmes coopératifs. Le premier, c'est qu'il n'y a pas, et c'est la réponse à l'homme providentiel, ça crée du leadership, mais ça ne crée pas forcément un leader. C'est-à-dire que le leadership n'est pas incarné par une personne, en général un homme, etc. Donc, ça produit du leadership, mais il est partagé. C'est-à-dire que vous pouvez devenir le leader et tout le groupe, là, va reconnaître votre leadership sur ce point-là. Et puis, le lendemain, parce qu'on parle d'autre chose, bah, c'est toi et tout le groupe. Voilà, donc un leadership partagé, une expertise qui est partagée. Et puis, la troisième caractéristique, c'est que ça produit du bonheur, en plus. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Donc, apprendre à coopérer, c'est un sacré changement par rapport à tout ce qu'on apprend, où on apprend à être en concurrence contre l'autre, mais c'est quelque chose qui peut vraiment transformer la société profondément. Oui, je voulais ajouter aussi et revenir sur cette notion de chemin parce que je pense qu'elle est absolument fondamentale, parce que finalement c'est sur le chemin qu'on agrège, qu'on prend les gens et qu'on change d'échelle. C'est pas en donnant le résultat que l'on voudrait obtenir. Et c'est en traversant des processus ensemble. Et sur le chemin, ben oui, bien sûr, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Il y en a même qui sont carrément climato-sceptiques. Enfin, il y a tout ce qu'on peut imaginer. Et on parle beaucoup de coopération. Et moi, j'ai envie quand même peut-être, je ne sais pas si c'est le moment, mais tant pis, je le fais quand même. Allez-y. J'y vais. C'est que la coopération, elle fait partie de nous. Nous n'existerions pas sans la coopération. Elle est au cœur du projet humain. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est en dehors de nous. On sait tous faire. C'est notre matière humaine. C'est notre bien commun, en fait. Sauf qu'aujourd'hui, on la positionne comme soit une injonction, soit quelque chose qu'il faudrait... On en parle beaucoup, en fait. Et je crois qu'il y a un moment, le jour où on n'en parlera plus, alors ce jour-là, on la fera vraiment. Elle est à notre portée. On est tout à fait en capacité tous de le faire, sauf que l'on l'a positionné aujourd'hui comme quelque chose qui était à apprendre. On a besoin de réactiver. C'est un peu exactement comme ce que tu soulevais tout à l'heure par rapport à notre imaginaire. On est dans une société qui a endormi un certain nombre de choses et que la compétition, finalement, endort notre capacité à utiliser notre empathie. Notre empathie, elle nous permet de sentir l'autre, quel qu'il soit. Donc, cette notion de chemin, de processus sur lequel on prend, et dans le processus que tu as décrit, vous aviez des climato-sceptiques et ces personnes-là ont évolué. Et bien sûr qu'elles ont évolué. Mais ça veut dire aussi que j'accepte comme prérequis que l'autre est différent de moi, peut avoir une autre opinion que la mienne, et que dans le mot convaincre, n'oubliez jamais qu'il y a le mot vaincre. Vaincre, c'est un terme guerrier, et que c'est pas en convainquant qu'on va faire bouger les gens, c'est en les touchant. Et ils vont être touchés à partir du moment où ils sont acceptés déjà là où ils sont. Et donc quelqu'un qui n'est pas d'accord, eh ben, il a le droit de ne pas être d'accord. Mais s'il est accepté dans ce désaccord, alors il peut peut-être entendre ce que je peux lui proposer. Et tout ça, ça ne se fera que sur le chemin, dans le quotidien. Donc ça a besoin de bouger à tous les niveaux. Mais il ne faut pas oublier que derrière les entreprises, derrière les politiques, derrière les gens engagés, derrière, enfin tout, eh ben, y a vous et moi, des personnes. Et que c'est ces personnes-là qu'on a besoin de faire bouger. Et je peux encore ajouter un truc ? On a le sujet de l'intergénérationnel. Pour moi, c'est exactement la même chose. C'est en fait, on oppose des âges, on oppose, voilà. Il faut arrêter de les opposer parce qu'il faut peut-être comprendre aussi qu'on est dans des changements de paradigme, que pendant des siècles, on n'a pas eu à se poser la question de savoir mais comment je vais aborder un jeune. Parce que les durées de génération, on était à peu près sur les mêmes repères, les mêmes cadres, les mêmes lieux, et donc on se comprenait assez facilement, même s'il y a toujours quand même eu les jeunes qui disaient bon, ça va, tu me l'as raconté. Eh bien, moi, je pense qu'aujourd'hui, sans la coopération consciente, c'est-à-dire qu'on a besoin de développer notre maturité coopérative,
eh bien, sans ça, on n'arrivera pas à travailler l'entre-deux. Et en fait, si on parle de complexe, ça veut dire que tout est relié. Ben, si tout est relié, ça veut dire qu'il y a des chemins et qu'il faut s'occuper du chemin qu'il y a entre les différents éléments, quels qu'ils soient. Et ben, cette qualité d'interrelation, elle ne pourra se produire que si on travaille la coopération. Et c'est ce qu'on voit sur. C'est pas une théorie. J'ai l'impression de vous faire une théorie là, mais c'est quelque chose qui se vit. On n'en parle pas. C'est un processus dynamique et vivant. Et quand on le voit à l'œuvre, réellement, c'est génial. Merci Anne. Donc ça ouvre tout un tas de points, mais je trouve que ça ouvre un point qu'on n'a pas beaucoup abordé, qui est peut-être le point de départ. C'est-à-dire que si on dit qu'il faut accepter l'autre tel qu'il est, c'est de partir aussi de là où il est. Donc c'est dans la capacité de le toucher en racontant des récits différents, en allant le toucher auprès de sa série préférée, en allant le toucher peut-être par une convention citoyenne et en se disant que c'est peut-être pas au niveau d'un chef de l'État qu'il faut attendre tout ça, mais que ça se joue auprès de nous tous dans la salle et à nous en tant que société. Et ça amène aussi à un sujet qui est la vulgarisation. Et ça, c'est Camille aussi qui m'avait dit ça dans la préparation, c'était de se dire, on pense aujourd'hui que tout le monde sait, ou en tout cas quand on est militant, et on a vu dans le sondage qu'il y avait des gens qui sont militants depuis des années dans cette salle, j'imagine qu'il y a un côté désespérant pour vous de se dire, mais comment tout le monde n'est pas au courant, puisque vous-même, vous êtes très avertis sur tous ces sujets-là. Sauf qu'en fait, le message, du coup, à travers On est prêt, le message de Camille, c'était de dire, mais en fait, il y a un vrai enjeu de continuer à vulgariser et de ne pas se dire que tout le monde est au courant des scénarios, des enjeux, de la 6e extinction de masse, etc. etc. Donc, c'est aussi un point absolument à travailler. Je me retourne vers Isabelle. Oui. Isabelle, pareil, je vous redonne la parole par rapport à tout ce qui a été dit, savoir si ce que ça vous génère, si vous avez envie de rajouter des choses. Oui, non, je pense que le débat, il est vraiment intéressant parce que c'est évident que personne n'a la solution et que personne ne l'a encore pensé d'ailleurs, et qu'on va la penser ensemble au fur et à mesure. Et je pense que là aussi, on est dans une société qui, petit à petit, tout à l'heure on a dit ça fait 300 ans, c'est un peu vrai, mais c'est même accéléré, je dirais en gros, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui au contraire nous a atomisés complètement, qui nous a séparés les uns des autres. On est devenus des consommateurs individuels. C'est-à-dire qu'on a porté au nu, on a mis comme presque un principe de nos sociétés le fait que nous étions tous des individus et que c'était l'individu qui devait être porté en avant. Donc nous sommes tous des individus qui votons, nous sommes tous des individus qui avons une carte de crédit, nous sommes tous dans notre petite maison avec notre petite auto, chacun pour nous, et voilà. Donc cette espèce d'explosion des sociétés qui avaient des formes plus collectives, et on l'a vu par exemple dans le déclin total des syndicats, qui était quand même à un moment donné une structuration. Ça n'a, enfin, on n'est pas en train de discuter de ce qu'on fait ou de ce qu'ont dit les syndicats, mais à un moment donné, ils créent une dynamique collective et les gens se sentaient appartenir à quelque chose et ne pas être tout seuls dans leur coin comme petits salariés. Or, aujourd'hui, on a aussi vu que voilà, qu'on a individualisé chaque salarié et que du coup, on a créé ce dont on parlait tout à l'heure, cette dynamique finalement d'affrontement les uns avec les autres, cette dynamique de concurrence, de compétition les uns avec les autres. Et la dynamique consumériste, c'est ça aussi, c'est-à-dire je suis un petit consommateur individuel, mais il faut que j'arrive à consommer plus que mon voisin parce que j'ai bien vu à la télé que ce serait mieux si j'avais une voiture plus puissante ou que sais-je. Donc je pense qu'il y a vraiment un gros travail de fond et je trouve très intéressante la façon dont effectivement la jeune génération, la plus jeune génération prend les choses avec un sens de la dynamique qui est beaucoup plus important. Ils sont en train, à leur façon à eux, en partie, pas partout et pas tout le temps, de sortir de cette dynamique de l'individuel.
C'est le bon côté des réseaux sociaux, qui par ailleurs peut avoir beaucoup de mauvais côtés, mais c'est ce côté de finalement, on construit ensemble. Effectivement, là, on n'a pas un chef et puis des gens qui obéissent, et on n'a pas des petits citoyens segmentés les uns par rapport aux autres, mais on a des constructions collectives. Donc je crois qu'une des questions vraiment, c'est comment est-ce qu'on arrive à pousser ça au maximum partout. On en a parlé pour la Convention citoyenne, on en parle pour les quartiers, par exemple, mais il faut le pousser aussi dans l'école, il faut le pousser, je ne sais pas moi, dans la magistrature, enfin voilà, à tous les endroits où il y a des humains qui s'intéressent à des choses communes. Il faut arrêter d'être dans cette forme d'individualisation qui finalement détruit la société dans laquelle on évolue. Alors, je vais tirer le fil de ce que vous dites, Isabelle, et je vais intégrer quelques questions du public. Vous avez largement réagi. Merci pour tout ça. Je n'ai pas pu évidemment tout prendre en compte, mais on va ouvrir juste après la phase de questions-réponses. En tout cas, on a Vincent, 44 ans, qui nous dit comment réussir cette transition au niveau mondial. Alors, attention, vous avez 2 minutes pour répondre à cette question. Nous nous posons cette question parce qu'on vit dans un pays développé. Demain, ce sera insupportable de donner des leçons aux habitants des pays en voie de développement en leur imposant de ne pas espérer un peu plus de sécurité et de confort. Et j'associe cette question à un point qui a été soulevé par plusieurs personnes, dont Mélisse, 27 ans, qui disait comment on fait pour tirer profit du temps d'arrêt qu'on a eu. Et il y a une vraie phase d'espoir qui a été générée par le fait qu'on stoppe nos émissions quelque part, mais on n'a pas su capitaliser dessus. Donc c'est de se dire... en mots, un petit peu de conclusion avant d'ouvrir par rapport à la phase de questions. Si on étend ça et on tire le fil de ce que vous disiez, Isabelle, même à un niveau mondial, est-ce que ça vous génère des envies de réponse? Alors, si je puis me permettre, je veux bien m'attaquer à la première question. Moi, j'ai beaucoup appris en étant la présidente de la branche française du WWF, des congrès qu'on avait. Il y a des WWF dans à peu près 110 pays dans le monde. Donc, quand on a des congrès, on a les 110 représentants. Voilà. Et c'est absolument passionnant parce que quand je discutais avec mes homologues chinois, africains, américains, tout ce qu'on veut, on voit que c'est pas les pays développés qui ont le monopole ni de la théorie ni de la pratique sur ces questions-là. Une des grandes raisons, c'est que ce sont souvent les pays les moins développés, les pays les plus pauvres, qui, on le sait, sont les moins responsables des dérèglements climatiques, qui payent déjà le plus cher. Donc, ils ont, eux, une motivation, et puis ils ont souvent, de par leur expérience concrète de terrain, ils ont souvent, par exemple, une vision, une pratique, une théorie différente que la nôtre par rapport à la nature, par rapport aux enjeux, par rapport aux façons de faire. Et donc, il y a une créativité, je trouve, dans ces pays-là qui est extrêmement forte. On le voit, par exemple, dans les communautés en Amazonie, par exemple, où ils ont des modes de fonctionnement qui à la fois leur garantissent une forme de développement et en même temps garantissent la sécurisation de la forêt. Donc je crois qu'on a beaucoup à apprendre d'eux aussi, quoi. Il faut pas aille chercher des imaginaires là-bas. Oui, tout à fait. Il faut qu'on aille chercher des imaginaires là-bas aussi. Absolument. Et des pratiques. Magali, et puis on va ouvrir après aux questions. Ouais, sur la première question, je pense que ça peut être dangereux de se la poser comme ça parce que ça peut être très très décourageant. C'est-à-dire que effectivement, là, nous tout seuls, on ne peut pas mettre en place un gouvernement mondial. Donc, je pense qu'il faut vraiment, encore une fois, ne pas sous-estimer le pouvoir qu'on a individuellement à changer les choses. Et j'entends souvent ce truc de « ouais, mais la France, c'est un tout petit pays, et la Chine, et les États-Unis ». Bah ouais, mais sauf que la France, elle fait partie de l'Europe, que l'affaire du siècle, si on l'a fait en France, c'est parce que les Pays-Bas l'ont fait avant nous. Si le Portugal le fait maintenant, c'est parce que la France et les Pays-Bas l'ont fait. Donc, il ne faut vraiment pas sous-estimer l'effet domino et puis l'effet de contagion positive. Et moi, quand j'étais au tout début du projet On est prêt, Henri Poulain, réalisateur de Data Eagle, qui est un grand ami, qui m'a dit « Surtout, ne regarde pas le haut de la montagne. Méthode Kaizen, tu y vas pas à pas. Tu regardes devant toi, mais tu ne te décourages pas en regardant le haut de la montagne. Donc, il faut faire le premier pas et ensuite ça enchaîne. »
Une fois, on m'a dit l'éléphant se mange en plusieurs fois. Merci pour ça. C'est le moment où on va ouvrir aux questions. On a vu que on a un réservoir de questions potentielles assez important. Donc, est-ce qu'il y en a qui voudraient prendre la parole pour poser une question à nos intervenants? On a une première question là-bas. Je vous invite à vous présenter en donnant votre prénom, votre âge. Une question, si possible, courte, avec des réponses potentiellement courtes pour qu'on puisse en prendre un maximum. Merci. Bonjour, moi c'est Gary, j'ai 30 ans. Et j'avais une question pour Isabelle, par rapport au fait que, sous le prétexte de zone naturelle réservée, que certaines fois, les populations qui habitent ces mêmes zones, elles sont rejetées de ces zones, alors qu'elles ont l'habitude de vivre en harmonie avec la nature, et que c'est des actions qui ont été menées par WWF. Et on parle du colonialisme vert, du coup, et toutes ces questions-là, ça, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors on a beaucoup travaillé là-dessus. Très honnêtement, il y a une désinformation assez incroyable. Vous avez donc sans doute vu une émission de télévision, par exemple, j'étais très déçue parce que c'est une émission que j'aimais bien, qui a vraiment mis en scène des contre-vérités. Donc moi, j'étais quand même assez choquée de tout ça. Donc je veux pas... mon propos n'est pas de défendre le WWF, mais je pense que notre sujet numéro 1, c'est de dire qu'on ne fait rien sans les gens. Et je vous invite à aller sur le terrain si vous avez l'occasion. Si vous pouvez, nous, WWF France, par exemple, on travaille en Guyane, on travaille en Nouvelle-Calédonie, et puis on a des... Je vous invite à aller voir sur le terrain, parce que je ne vais pas vous dire, voilà, un discours, ça ne sert à rien. Donc, venez nous voir sur le terrain, vous verrez que le premier sujet, on ne réussit rien, parce que il y a 30 ans ou 40 ans, on avait cette idée qu'on pouvait faire des parcs, etc., et qu'on allait faire des sortes de sanctuaires. Mais ça, c'était il y a 40 ans. Et depuis 40 ans, il s'est quand même passé beaucoup de choses. Et il n'y a absolument plus personne chez nous qui travaille de cette manière-là. Donc voilà, on sait tous que pourquoi est-ce qu'on défend ces questions environnementales? Pourquoi est-ce qu'on est contre l'écroulement de la biodiversité? C'est d'abord pour la qualité de vie des êtres humains. Enfin, je crois qu'on sait tous que s'il y a des ours mais qu'il n'y a plus d'humains pour les voir, on s'en fout qu'il y ait des ours. Donc à un moment donné, ce qui est au cœur de notre action, c'est quand même les humains, les communautés humaines. Donc voilà, donc je pense que nous, on travaille comme ça, en tout cas depuis longtemps. Et après, qu'il y ait des gens qui aient envie parce que pour toutes les raisons qui sont les leurs, d'essayer de faire un autre type de présentation, ça les regarde, quoi. Merci Isabelle. On a une question juste devant. On a le micro qui arrive. Donc pareil, prénom, âge, si ça ne vous dérange pas, et votre question. Francis, mon âge, c'est la couleur de mes cheveux. Dans Asder, il y a la lettre S, comme Savoyard. Et je me pensais qu'on aborderait au moins, pendant quelques instants, l'énorme reconversion que ce département doit faire après avoir vécu pendant 50 ans sur le plan neige. Une ville comme Chambéry, c'est le back-office de toute cette industrialisation de la montagne. Concrètement, comment on va aller expliquer à tous ces gens qui en vivent qu'il faut tout changer? Est-ce que quelqu'un a envie de répondre à cette question locale? Magali? Effectivement, on n'avait pas prévu une déclinaison savoyarde pour ces 40 ans. Ouais. On aurait peut-être dû. L'ASDER a peu de contact avec les stations, à part pour la partie copro, puisque là, on intervient et qu'on a les permanences, etc. Donc, sur la partie bâtiment, l'ASDER intervient. Je me disais, alors je ne sais pas si je peux en parler maintenant, parce que les deux co-directrices vont me maudire une fois de plus, mais je crois que je leur ai fait un mail en leur disant, il faudrait quand même qu'une fois on discute de ce qu'on peut faire avec toutes les stations, DSF, etc. Parce que voilà, on est en Savoie et donc bon, de temps en temps on essaye de se voir toutes les trois puis d'avancer des sujets, mais il y en a beaucoup. Mais oui, après, moi ce qui me frappe, c'est comme il y a des territoires où on a l'impression quand on y travaille que le changement climatique, il n'est pas rentré chez eux, il s'arrête à leur porte. Des territoires savoyards, je pense qu'il y en a qui n'ont encore pas compris
Ils sont dans voilà, ce dont on parlait en dessous. Après, il y en a d'autres qui s'adaptent. On parle de la montagne 4 saisons, on essaye de voir ce qu'on peut faire, etc. Bon. Et il y a une dynamique en cours avec, portée par l'agence Savoie-Mont-Blanc, qui s'appelle Demain Savoie-Mont-Blanc. On parlait de coopération et de comment on construit du coup quelque chose de différent. Je n'ai pas la réponse du coup, mais en tout cas, c'est des questions qui sont ouvertes en ce moment et qui sont directement liées. On parlait de l'impact du Covid. C'est vraiment de là qu'est née cette réflexion à se dire qu'est-ce que doit devenir notre territoire, effectivement très marqué avec ses montagnes, son tourisme et toute l'économie associée. Donc, il y a une vraie réflexion collaborative en cours. Et merci parce que du coup, on pourra peut-être en parler en CA. Merci de la question parce qu'en CA, on a et des entreprises et des collectivités et peut-être qu'on a aussi à s'ouvrir vers ces acteurs-là. Ça pourrait discuter. Il y a un vice-président qui veut parler. Très bien. Est-ce qu'on peut avoir le micro, s'il vous plaît? Allez-y, allez-y, ça va venir. C'est bon là? Oui. Daniel Bouchet, donc 70 ans. Merci. Donc 40 ans d'ASDER. Et simplement, je voulais revenir sur... Mettez bien le micro au menton. Allez-y. Je voulais revenir simplement sur le temple grec là, évoqué par Anne en introduction, en disant que le temple grec avait comme défi et provoquait des énergies parce qu'il fallait construire le même temple grec partout. Et en fait, aujourd'hui, c'est l'inverse. Quand on construit, il faut s'adapter au contexte. C'est une évolution et c'est une autre contrainte. Elle est beaucoup plus complexe parce que dans ce contexte, on a abordé le contexte physique, les contextes climatiques. On commence à bien voir les objectifs comme ça avait été évoqué, mais on bute actuellement sur le contexte humain. C'est pour ça que les démarches de coopération me paraissent vraiment impératives aujourd'hui pour partager, que les gens partagent et portent un peu les objectifs. Et notamment dans la construction de la ville sur la ville, si on veut faire ça, c'est un objectif écologique, parce que si on ne construit pas la ville sur la ville, la démographie sera absorbée par la périphérie et puis par les espaces entre les villes. Donc on a l'obligation aujourd'hui, ça remonte même de l'État, et ça descend dans les communes, il faut construire la ville sur la ville. Et là, on crée des tensions, on crée une densité qui est difficile à gérer au quotidien si on ne passe pas par le dialogue. Il n'y a que comme ça. Le bruit, par exemple, quand on se regroupe, et ce qui fait ville, c'est le regroupement des gens. Sinon, il n'y a pas de ville, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas ces échanges exquis qu'on cherche comme ça dans les promenades, sur les terrasses de café, enfin les contacts. Et il faut accepter le pendant de tout ça, qui est une acceptabilité, enfin une appréciation des nuisances, ce qu'on appelle des nuisances, et qu'il faudrait positiver. Et notamment, par exemple, le bruit, si le bruit n'est pas... Il y a toujours du bruit en ville, et quand on fait des terrasses, on ouvre sur l'extérieur les logements de plus en plus maintenant, forcément, quand quelqu'un est sur sa terrasse, il prend un pot le soir, et ceux qui sont à côté, en profitent. Donc, le bruit, s'il est discuté, s'il est accepté, si on sait d'où il vient, il intervient dans un contexte empathique, on va dire, on prend plusieurs décibels de plus, sans problème. Par contre, si c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, avec lequel il y a du non-dit et une accumulation de tension, c'est inacceptable. Et voilà. Et là, par exemple, le fait, je passe peut-être rapidement, mais la densité et les espaces non construits, si on veut densifier en ville, il faut admettre une certaine hauteur de bâtiment. Si on ne veut pas artificialiser les sols, voilà un paradoxe à discuter. Mais si on ne veut pas de hauteur de bâtiment et qu'en même temps, on veut artificialiser les sols, et si on veut loger plus de gens, parce qu'il y a une croissance démographique et des obligations, comment fait-on? C'est qu'en en parlant qu'on peut le faire. Sinon, on bute sur des incompréhensions qui sont totales et qui sont très lourdes à gérer pour les élus notamment et pour tous ceux qui construisent la ville. Bon, je passe, mais c'est un débat que j'aimerais prolonger si c'était possible avec tout le monde, mais évidemment avec Patrick et Anne qui ont cette approche, qui ont évoqué Richard Sennett, qui est un sociologue, mais vous avez omis de dire que c'est un sociologue qui s'intéresse à la ville, justement.
Merci. Merci. Je vais laisser Anne répondre en 2 minutes pour qu'on puisse prendre une dernière question derrière. Oui, juste 2 minutes, parce qu'en fait, j'entends énormément de choses et je sais qu'avec Patrick, ça résonne aussi. Ce sont ce qu'on appelle des dialogies. Alors, je vais faire beaucoup plus simple, c'est-à-dire qu'on est en permanence face à des logiques contradictoires, éventuellement qui s'opposent. Et c'est ça qu'il faut apprendre à faire. La coopération, par essence et construction, c'est une compétence dialogique. C'est-à-dire que 2 personnes, ce sont 2 logiques différentes. Et c'est dans l'entre-deux qu'on va réussir à construire. Donc ça passera pas par des conversations participatives ou des concertations, etc. Ça va passer par notre capacité à vivre de manière dialogique. Mais on sait le faire. On sait tous faire des choix en permanence et aménager dans l'entre-deux de quelle manière on va tenir compte à la fois de ces choses hautes. Et il faut, et ça va passer par ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire déconstruire certaines choses. C'est-à-dire que tant que le bruit est considéré comme une nuisance, alors on ne pourra le regarder que comme une nuisance. Et comme on ne voit que ce qu'on regarde, il faut peut-être changer de regard. Voilà. Juste une phrase. Et il y a souvent un piège, c'est que dans les projets, on commence à se dire quelle est notre vision partagée. C'est pas forcément une bonne idée de commencer par là. Commencez déjà par partager vos différentes visions. Et là, ça ira beaucoup mieux. C'est une première étape. Merci Patrick. Est-ce qu'on prend une dernière question au fond? Oui, ça fonctionne, ouais. Donc Michael, 43 ou 44 ans, je ne sais pas trop. J'arrive jamais à compter. J'ai une question pour Patrick aussi et Anne. En fait, 45, on me dit à ma gauche. Je voulais juste savoir, est-ce que vous avez rencontré dans votre marche tous ces jeunes, parce qu'on parlait quand même aussi de transgénérationnel, tous ces jeunes qui sont dans les ZAD, qui, à mon sens, sont vraiment en train de développer, pour les connaître un petit peu, des choses très très fortes en termes de coopération, de notions de récupération, de monde sans argent et d'un autre monde qui est possible. Et du coup, je me dis qu'en termes d'exemple et de jeunesse vraiment montante, on a peut-être des choses à voir avec eux et à récupérer de très positifs. Anne-Patrick? On n'a pas été à proprement parler dans une ZAD officielle, je vais dire. C'est encore un oxymore. Par contre, on a été en contact avec pas mal de collectifs vivants, des formes extrêmement alternatives de faire société. Parfois pas des jeunes d'ailleurs. Et effectivement, c'est source d'enseignement. Moi, ce que je trouve intéressant, et puis c'est peut-être une réponse à la question comment on fait mondial. Le seul truc qui est universel, c'est qu'on est tous des êtres humains. Et donc, si on faisait ce que Edgar Morin conseille depuis bien longtemps, lui, il a bientôt 100 ans, qui est juste de réapprendre à être des êtres humains, alors on aurait sans doute une solution globale. Mais il y a beaucoup de richesses dans ces milieux très alternatifs qui sont source de très grands enseignements. Et plus on touche aux proches, et notamment à l'habitat, et dès qu'on est dans des formes d'habitat partagé, plus la coopération est mise à l'épreuve, parce qu'on touche à l'intime, et du coup, plus elle devient aboutie. Donc, ces lieux d'habitat un peu alternatifs sont extrêmement riches d'enseignements. Merci Patrick. Je vais conclure et repasser la main à Anne. Peut-être juste avant, j'aurais voulu entendre Isabelle et Magali, éventuellement sur peut-être un dernier message pour conclure cette conférence autour de l'enjeu de passer de la nécessité à l'envie d'agir. Isabelle, je ne sais pas si vous voulez commencer. Oui, non, un tout petit mot, parce qu'on n'a pas, je reviens un peu sur la question sur la pandémie auquel on n'a pas répondu, et je trouve que là, on est vraiment, c'est vraiment un sujet intéressant. Il y a eu, nous, on y a aussi beaucoup participé au WWF pendant le premier confinement, un énorme travail sur effectivement le monde d'après. On nous disait que c'était pas possible de s'arrêter, on nous disait que voilà, qu'il n'y avait pas d'argent, on nous disait plein de choses, et puis tout d'un coup, la réalité a été complètement différente. Donc je crois que ça a été assez fort, d'abord parce que la pandémie a mis en évidence que quelle que soit la raison exacte de cette pandémie, c'était quand même la rupture du lien en gros avec la nature qui était une des origines, et en tout cas qu'on allait retrouver à tous les coins de rue, donc ça a été fort, que du coup les gens se sont interrogés sur leur mode de vie et qu'il a émergé un certain nombre de coopérations pour le coup sur qu'est-ce qu'on peut penser d'autre. On est toujours quand même dans une dialectique, c'est-à-dire qu'en même temps,
on n'a pas arrêté de nous dire que ce qui allait être génial, c'est de revenir au monde d'avant. Ce qui allait être génial, c'est de pouvoir retourner dans les boutiques. Ce qui allait être génial, c'est qu'on allait pouvoir retourner au cinéma, ce qui est sans doute vrai, bien sûr. Mais en gros, voilà, on est... et je trouve que là, il faut qu'on mette vraiment là maintenant de l'énergie, parce qu'on est encore dans cette dynamique où on peut dire qu'on peut produire quelque chose d'autre, mais il faut s'accrocher, quoi. Il ne faut pas se laisser faire sur le finalement, c'est génial de retourner dans les boutiques. Donc là, je crois qu'il y a une opportunité que nous-mêmes, voilà, qui sommes un peu des militants de tout ça, il faut qu'on saisisse maintenant pour justement tracer ces chemins collectifs. Merci Isabelle. Magali? Ouais. Je partage vraiment ce que vient de dire Isabelle, dans le sens où on est encore dans ce kairos, ce moment-là où on peut agir. Et avec la pandémie aussi, c'est révélé ce qui est essentiel pour nous. Et en fait, il y a eu vraiment des prises de conscience diverses. Et chez On est prêt, en fait, c'est ce qu'on aimerait traiter là dans les mois à venir. Je parlais tout à l'heure du rapport à l'argent, la consommation, et en fait de la prise de conscience que ce qui nous rend véritablement heureux, c'est pas de commander sur Amazon et de recevoir un colis chez soi. En fait, c'est la connexion. C'est la connexion à la nature, les Parisiens qui se battaient pour des mètres carrés d'herbe. C'est la connexion à l'autre, à l'altérité, en chair et en os. Et puis aussi, c'est la connexion à soi-même dans cet ensemble-là. Et la prochaine campagne, On est prêt, elle va justement porter sur cette reconnexion à la nature, les animaux. On parlait tout à l'heure des territoires et on va explorer en fait ce concept de libre évolution. Comment on réconcilie la nature et la culture, et comment sur des zones où on protège le sauvage, on peut aussi permettre à l'humain d'évoluer. Voilà, donc moi j'ai envie de vous dire de nous suivre, si on est prêt. onestprêt.com, vous pouvez vous inscrire. Et puis surtout, j'espère que ce que cette conférence vous a fait passer aussi, c'est que chacun de vous a vraiment un énorme pouvoir de faire changer les choses dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, dans son village, dans sa ville. Vous pouvez mettre en place des petits groupes de travail, des conventions citoyennes, des conseils de quartier. Enfin, vous avez un pouvoir énorme en fait. Donc j'espère que vous allez vraiment ressortir avec cette envie qui, je ne doute pas, va se transformer en passion. Merci Magali. J'en profite pour passer la parole à Anne pour la phase de conclusion. Déjà, je voudrais remercier, je crois qu'Isabelle, malheureusement, est déjà repartie. Je voudrais remercier Isabelle et puis remercier nos autres intervenants, et puis Audrey pour l'animation. Vu qu'on avait parlé émotions, je vais vous en donner 2 émotions, et puis je vais essayer de sortir quelques pistes de tout ce qu'on a dit, et puis je ferai 3 coups de pub, et je l'assume comme un coup de pub. Je ne sais pas si on dit comme ça aujourd'hui, mais c'est pas grave, j'assume mon âge aussi. Les émotions, c'est que j'ai en fait été choquée d'entendre qu'il y avait des gens aujourd'hui qui n'osaient pas dire qu'ils étaient végétariens. Voilà, enfin, je sais pas. Pour ceux qui me connaissent, moi, ça fait déjà un temps certain, et je l'ai toujours assumé, comme j'ai toujours assumé que j'avais pas envie de travailler ni dans le nucléaire, ni dans l'armement, ce qui m'a valu quelques mauvais échanges avec les profs qui me notaient, par ailleurs, mais je n'allais pas le leur cacher, c'était juste pas possible. Et comme mon conjoint a accepté de dire très tôt qu'il voulait être objecteur de conscience et pas coopérant, parce qu'il trouvait ça trop bête d'aller faire des erreurs ailleurs, il préférait en faire ici, en tant qu'objecteur de conscience. Et on lui avait dit, mais tu ne pourras jamais trouver un boulot, entre autres dans l'État, parce qu'il avait déjà envie de travailler dans l'État. Donc voilà, je pensais que la société avait, enfin en tout cas que les gens étaient plus sûrs aujourd'hui. Donc voilà. Et puis je suis toujours contente finalement de ne pas voir la télé, même si je pense que c'est très bien d'utiliser les séries pour essayer de faire passer des messages, parce qu'apparemment ça marche. Je pense aussi qu'il faut faire attention de ne pas aller de ce qui arrive en Scylla. Donc ça, dans les pistes, je pense que c'est le premier coup de pub. Le Shift Project fait un travail remarquable. Ils ont réussi à mobiliser des gens de manière remarquable. Par contre, moi, j'ai un très gros problème, c'est qu'ils sont toujours dans les questions du nucléaire.
et que ça, c'est pas juste nos enfants et nos petits-enfants, c'est tout après. Et pour moi, on touche à quelque chose qui est vraiment notre essence, on touche à nos gènes avec les questions du nucléaire. Donc, je vous encourage vivement à aller voir le scénario Négawatt si vous ne le connaissez pas. Je vais faire la pub pour Thomas. Je ne sais pas s'il va oser se lever, Thomas, parce qu'il est discret. Mais voilà, lui, il a toutes les formules Excel si vous voulez aller vers un scénario Négawatt et un scénario qu'on appelle aussi Négamat. Donc, n'hésitez pas. T'es là ce soir, Thomas. Ouais, je t'ai pourri ta soirée, hein. Désolée. Voilà, ça, c'était le premier coup de pub. Le deuxième, c'est... J'ai apprécié que Isabelle dise que le chemin était à la fois urgent et qu'il fallait se former. Parce qu'elle a réussi à articuler à la fois l'urgence et le temps nécessaire qu'il nous faut. Après, le temps, je pense qu'on n'en a plus, qu'on va dans le mur. Bon, c'est pas grave, hein. On se cassera quelques os, puis voilà, on s'en remet plus ou moins. Mais pensez à vous former, et si vous voulez vous former, il y a l'ASDER. Il n'y a pas que l'ASDER, mais il y en a d'autres. Mais en tout cas, pour ceux qui sont en Savoie, les plus proches, c'est l'ASDER. Je ne retrouve pas mon troisième coup de pub. C'est pas grave, je vais continuer dans ce que je voulais dire. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est autour de la coopération. Moi, j'avais noté que on coopère en fait pour bénéficier de la diversité des points de vue. On coopère pour avoir des compétences différentes. On coopère aussi pour démultiplier des forces de frappe. J'ai retrouvé mon troisième coup de pub. C'était pour vous dire que j'avais aussi apprécié ce qu'avait dit Isabelle sur la transformation qu'elle sent au niveau des entreprises. Alors, elle est peut-être plus optimiste que moi, mais peut-être parce que je suis moins bien placée qu'elle. Et je trouve que c'est vraiment bien si elle sent ça. Et donc, le troisième coup de pub, c'était n'oubliez pas d'adhérer de temps en temps à des associations comme le WWF. Voilà. Et donc, je parlais avant de la coopération. Effectivement, ce que je pense est important, c'est que ça permet de sortir d'une posture conflictuelle et de se dire qu'on doit respecter l'autre. Et je pense vraiment qu'en France, on n'est pas très bon pour ça. On a des voisins qui sont bien meilleurs que nous, qui ne sont pas très loin. C'est les Suisses où je me souviens d'avoir travaillé, pas pour l'ASDER, mais en tant que pour mon bureau d'études. Je faisais l'équivalent de Citergy, de l'audit Citergy avec une collectivité. Puis ils faisaient déjà beaucoup de choses. Puis je dis au maire, vous pourriez aussi faire ça, ça et ça. Puis il me regarde, puis il me fait « Mais je suis minoritaire, moi, dans mon conseil municipal. » Vous êtes minoritaire. Et en fait, ils sont 3 au conseil municipal. Il y en a 2 de la majorité, 1 de la minorité, et ils sont chacun maire 1 an. Et donc, celui qui est minoritaire, il sait qu'il peut pousser certaines choses, mais qu'il ne pourra pas aller jusqu'au bout de ses convictions à lui. Et donc, tout se fait dans un dialogue, la construction, alors je ne sais pas si c'est de la coopération, la construction d'un consensus, mais moi, j'ai le bonheur de travailler en Suisse, et vraiment, qu'est-ce que ça nous change de la France où on suppose que l'autre voudra pas jamais évoluer. Bon, après, il y a des gens avec qui je n'ai pas envie de travailler en France, mais bon, c'est un autre débat. Je crois que j'ai fini mes coups de pub. Et donc, pendant nos échanges, donc on a parlé de la coopération. Je pense que la coopération, elle bouscule notre rapport aux autres. Elle nous incite à redéfinir différemment les modes de prise de décision et la gestion du pouvoir, à sortir de la conflictualité. Alors, là, je vais revenir un tout petit peu sur l'ASDER. C'est ce qu'on essaye de mettre en œuvre à l'ASDER, en particulier à travers notre gouvernance. En interne, on a chaque année la montée d'un salarié qui est tiré au sort. Donc, ce n'est pas une élection, c'est un tirage au sort, un peu comme les conventions citoyennes, et il monte au comité stratégique. Et donc, il participe à la vie de l'association à un niveau au-delà en tant que salarié ou directrice. Donc, on fait ça en interne et on essaye de faire ça dans nos relations avec nos partenaires, avec les collectivités. Donc, on a maintenant 3 collèges et évidemment, on associe les collectivités, l'État, etc. Cette coopération, elle est possible que si on sait l'imaginer. On a beaucoup parlé de l'imaginaire et pour ça, on a vraiment besoin de décoloniser notre imaginaire, d'en inventer d'autres. Et sans doute, ça nous demande d'aller chercher dans d'autres cultures, dans d'autres circonstances, des modèles. Moi, j'aime bien les sociétés, alors j'emploie le terme inuit, mais le terme courant, c'est esquimau, mais en fait, c'est un terme négatif, péjoratif, qu'utilisaient les Indiens pour parler des Inuits, parce qu'esquimau, ça veut dire mangeur de viande froide, c'était pas très positif. Et je trouve que c'est une société extrêmement importante, intéressante, qui a vécu dans des contraintes délirantes qu'on ne peut même pas imaginer et qui vivait en anarcho-communalisme. Alors, c'était petite société, c'est peut-être compliqué de l'avoir dans nos modèles. Et puis, on en a parlé un tout petit peu, un exemple de société sans hiérarchie où le chef a un rôle
qui est souvent purement symbolique. Je m'excuse s'il y a des maires ou des élus, ne le prenez pas contre vous. C'est les Indiens Gaoyaki, avec voilà, les livres qui ont été écrits là-dessus. Moi, je trouve que c'est vraiment des choses qui nous donnent à penser. Et puis ensuite, c'est comment on va de là à là. Et ça, c'est toute la question du chemin de la formation. Et bon, tout à l'heure, il y en a qui ont parlé au début dans le sondage qui disait que c'était quand même un peu angoissant, cette question de la transition énergétique et écologique. Oui, sans doute. Bon, Isabelle est partie, mais c'est sans doute un peu comme une course dans les 40e rugissants ou dans les 50e hurlants. Et pour moi qui suis plus familière de la montagne, c'est un peu comme une course où on est parti en montagne et puis faut quand même bien qu'on rentre à la maison, hein, parce qu'il y a le ou les gamins, il y a le boulot, il y a les collègues, il y a la famille. Et puis en fait, le temps a changé. On a réussi à coincer sa corde et puis en plus il fait nuit, on est tombé dans une crevasse. Il va bien quand même falloir se relever. Même si on est blessé, il faut qu'on avance. On ne va pas rester au milieu du chemin parce que la transition, elle a besoin de chacun de nous. Alors maintenant, il est vraiment urgent de faire et il est urgent de poser des engagements pour la transition avec les autres. Et je vais laisser Audrey vous conclure tout ça par un temps de déclusion qui, normalement, si j'ai bien compris, va dans ce sens. Tout à fait. Merci Anne. J'en profite d'abord pour remercier tous nos intervenants chaleureusement. Je vous invite à les applaudir si ça vous a plu.